Oh les valoches. Ah ouais, très très fatigué. Salut, salut Laurindil, bienvenue à toi sur ce live, bienvenue dans le chat. Salut Keyuko. Bien entendu Keyuko que je t'ai reconnu. Pour l'instant je suis pas devenu aveugle. Mais, bienvenue, bienvenue. Petit live, voilà, je voulais le faire maintenant parce que j'aurais pas l'occasion de le faire après. Mais petit live de récap d'Angers, du tournoi d'Angers qui s'est hyper bien passé. On va en parler vite fait. Et puis je voulais vous montrer le deck que j'ai joué, même si j'ai pas forcément topé, j'ai fait du 6-4. Je voulais vous parler un petit peu des games que j'ai joué, des persos que j'ai rencontrés, et puis un petit peu de l'expérience Angers. Comment est-ce que ça s'est passé? Bonjour, heureuse de suivre un live, car généralement je suis sur YouTube. Salut Talizane, et bien écoute, merci à toi. Heureux que tu sois là, heureux que tu puisses parler sur ce chat. N'hésite pas, c'est fait pour ça, et puis content qu'on puisse discuter ensemble. Du coup, dans le chat, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient à Angers, mais voilà, on va faire un petit peu le retour d'expérience. Je suis pas mécontent de moi, en vrai, je m'étais fixé comme objectif de faire du 5-5 minimum, sachant que c'est un deck que j'ai commencé à jouer une semaine avant Angers. Donc en fait une semaine et demie avant Angers, je savais pas ce que j'allais jouer. Et une semaine avant, j'ai trouvé une decklist. Enfin c'est Ricky Loki qui m'a suggéré une decklist. D'ailleurs Ricky, merci à toi, vraiment. Merci vieux, je sais pas si tu regarderas ce live ou si tu regarderas la rediff sur YouTube, mais merci beaucoup, vraiment là Ricky, il m'a totalement aidé. Non, justement, j'attends les retours. Ok, Talizane. Salut Kumi. Hello, enfin en live pour te voir, ça change de YouTube. Eh bien, écoute Kumi, avec plaisir. J'avoue que j'ai pas beaucoup livé ces derniers temps parce que vacances et préparation pour Angers. Et je voulais faire des games sans être en live en même temps parce que jouer en étant full focus et jouer en discutant un peu dans le chat, etc., c'est quand même pas pareil pour la concentration. Donc c'est pour ça qu'effectivement j'ai pas fait beaucoup de live ces 2 dernières semaines, mais là c'est bon, on reprend un rythme régulier. Je vais essayer de faire 2 lives par semaine. On va partir sur cette moyenne. Donc voilà, vous devriez voir ma tronche assez souvent. Du coup, oui, je disais merci à Ricky. Alors en fait, ce qui s'est passé, on fait quoi? Je vais d'abord présenter le deck, parler du deck. Ensuite parler des parties, et puis parler de Angers, on va dire en général. Dur de jouer en live en même temps, on comprend, ouais, grave. En fait, surtout quand tu veux parler dans le chat et tout, c'est difficile après de revenir dans la partie, de revoir les coups que t'avais vus. Mais en fait, pour la petite histoire, donc ça je crois que je l'ai déjà dit, mais en fait dans mon groupe de potes, j'ai 2 potes et Cécile, donc ma compagne, et on joue à 4 au jeu, et il n'y a que moi pour l'instant qui ai ouvert du display. Bon, après Angers, le Dylan, il a 4 displays Kickstarter, il va se les ouvrir, on va se faire ça cette semaine, donc ça va être cool, il n'y aura pas que moi qui aurai des cartes. Mais pour Angers, tout le monde s'était inscrit, on était 4 à partir, et du coup j'ai fait un deck à chacun de mes potes. Yo Hirohama, je passe en coup de vent, GG pour Angers, content de t'avoir croisé. Bah grave Hirohama, c'était bien cool. Dommage qu'on n'ait pas joué l'un contre l'autre. T'as fait quoi au final? Je sais même pas ce que t'as fait. J'ai fait 6-4 moi au final. Je sais qu'à un moment on était à 5-3 tous les deux, une connerie comme ça. Si t'es encore là, n'hésite pas à me dire ton résultat. Mais oui, c'était grave cool. 6-4, 172ème. Ah ben, t'as un meilleur seed que moi. Moi j'ai fait 227ème. 6-4 aussi. Bah GG à toi, Hirohama, GG à toi. Mais oui, grave, il y avait du monde et tout, c'était trop bien. Trop bien, mais je vais essayer d'organiser mes pensées, les gars. ça va être difficile, il y a vraiment trop d'infos. Du coup, oui, j'ai filé les bons decks à mes potes. C'était trop bien. Allez, je file la bise. Salut, Hirohama, à bientôt. J'ai filé des bons decks à mes potes, notamment un deck Muna à Rémi, un de mes amis qui joue avec nous, qui a fait du coup 133ème je crois avec, il a fait un 7-3 avec. C'est le deck que je voulais jouer de base, mais finalement je lui ai laissé pour le coup. Mais là je pense que c'est un deck que je vais commencer à bien jouer, le deck Muna, j'adore jouer Muna avec Teja. Et d'ailleurs en ce moment je build Rin, bref. On s'en fout, c'est pas la question. Donc j'ai prêté ce deck Teja à un pote, j'ai prêté un Afanas à Dylan, du coup, et Cécile qui a eu le Sigismar.
pour le coup. Donc moi il me restait soit Bravos, soit Axiom, soit Lyra. J'avoue que Bravos j'ai pas du tout build et j'ai pas du tout joué Bravos. Il y a que Dylan qui a joué un peu de... comment ça s'appelle, de Bazira, mais vraiment, enfin Bravos je trouve pas ça hyper fort pour l'instant dans la méta. En tout cas à mon humble avis. J'adore Axiom, mais c'est pas fort non plus, je pense, à cause des Warou. Trop de Warou en ce moment, donc du coup, Trest, ça se fait détruire par Warou, selon moi. Et il me restait Lyra, et en fait, Lyra, j'avais déjà fait un deck festival, Lyra. Juste pour tester en fait, pour tester le gameplay et pour savoir jouer contre, parce que selon moi il peut y avoir des festivals Lyra en tournoi et tu peux te faire surprendre si tu n'arrives pas à l'anticiper, si tu n'arrives pas à jouer contre. Du coup j'avais fait un deck juste pour tester et pour faire tester aux autres, et finalement je me suis dit que Fen c'était pas dégueu, et j'avais essayé une liste un peu hybride entre du contrôle et des stats etc, avec du Zoo, d'entraînement magique, mais en même temps il y avait du Cernunnos, il y avait de la Alice, ce genre de choses, et j'ai Teitu dans la team Altered Aces, qui est un gros joueur de Fen, Teitu, et je lui avais demandé des conseils, d'ailleurs merci à lui encore, hein, franchement les gars c'est vraiment cool, vous m'avez beaucoup aidé, je lui avais montré ma liste, il m'avait donné des conseils etc. J'avais testé cette liste là à un tournoi sur Abbeville, parce que nous on est sur Amiens, donc Abbeville c'est à 30 minutes d'Amiens, de 15 personnes, la liste Fen un peu contrôle, et donc bien sûr je l'avais testé un peu sur BGA etc, et j'ai testé cette liste, et j'ai fait 2 victoires de défaite. J'ai hâte de voir ton deck car j'adore Fen aussi mais sans festival. Ah bah écoute, ça arrive. Il est devant moi là, il est prêt, il attend, il attend aussi. mais oui, du coup j'ai testé cette liste dans un tournoi à Ville, et j'ai fait 2 victoires de défaite, et en fait j'ai pas trop aimé le gameplay, le côté trop contrôle. En fait c'est vraiment très axé contrôle. J'aime bien qu'il y ait du contrôle un peu pour tempo pendant les games etc, mais là c'était trop contrôle en fait, et pas assez tempo pour moi. Je suis plus un joueur mid-range, j'aurais tendance à dire, où j'aime bien voilà un petit peu de contrôle pour gagner, enfin pour temporiser etc, mais le full contrôle c'est pas trop mon truc. Et du coup j'ai testé, j'ai pas trop aimé, et j'ai rencontré notamment Ricky, hein, Ricky que je connais depuis le début, qui me suit depuis les débuts, Ricky Loki, qui est sur Abbeville, qui a fait top 8 d'ailleurs à Angers. GG à toi Ricky. Alors attendez. Fini ma petite tourtelle. Du coup ouais, bien joué Ricky, qui est très vénère, hein, Ricky qui est très très fort, qui joue Fen aussi, qui a une très bonne liste, et qui a de très bonnes uniques aussi, il est vraiment très très bon joueur pour le coup, il m'a donné plein de conseils, donc vraiment le gars sûr, le Ricky, et je joue contre lui, et puis il m'explique que lui il aime pas trop cette liste là, il m'explique un peu sa vision de Fen, et j'avoue que j'ai joué contre lui, il m'a éclaté, j'ai perdu contre lui, j'étais à 2 victoires au tournoi d'Abbeville, et le 3e match c'était contre lui, il m'a battu, puis après j'ai perdu, et j'ai fini 6ème sur 15 à Abbeville, et du coup il m'a parlé et tout, puis il m'a un peu, entre guillemets, coaché, il m'a donné des conseils, etc, il m'a expliqué un peu sa vision de Fen, donc du coup j'ai modifié un peu le deck, merci Piaro pour ton follow, merci à toi, ça fait plaisir. J'ai modifié un peu le deck sous ses conseils, j'ai changé un peu quelques uniques, et on a refait une liste un petit peu focus sur le côté ancrage, into tempo vite fait, mais voilà, un peu d'ancrage, un peu de tempo, et j'ai fait aussi avec les uniques que j'avais. Donc c'est cette liste là que je vais vous présenter tout de suite. Qu'est-ce que je vais mettre comme écran? Je vais mettre celui-là. Ouais, voilà, on part sur cet écran-là. Donc ce Fen Angers, alors la liste a changé un tout petit peu, parce que j'ai chopé une unique dans un booster promo que je vais vous montrer après, qui est plutôt pas dégueu. Mais voilà en gros la decklist de Fen sur laquelle je suis parti. Alors, pour vous expliquer un petit peu tout ça, déjà on a mis 3 chapeliers. 3 chapeliers en commun, tout simplement pour l'effet de réserve qui permet d'ancrer. Et du coup, avec ça, on a... où est-ce qu'ils sont? On a 3 Kodama en rare. 3 Kodama en rare aussi pour l'effet d'ancrage depuis la réserve. Après, même depuis la réserve, ça reste une 3-3-3 pour 2, ce qui est pas dégueu. Donc, ça, c'est des cartes qu'on aime bien ravitailler avec Fen, forcément.
Donc du coup, je suis parti sur un deck. Donc lui, il a un deck bien plus optimisé. Hein. J'ai un peu essayé de faire du Riki, pour le coup. Salut Théozen, bienvenue à toi. T'as fini comment, Théozen, sur Angers? Je suis pas allé voir ton récap. T'as fait quoi un peu comme score? Je suis pas du tout allé checker. Salut Fleshtival. 6-4. Ah putain, team 6-4 les gars. Moi c'est pareil, 6-4. T'as fait top combien? Ah bien joué Fleshtival. 257. Ah moi top 227. 227. Et donc voilà, on part du postulat que Fen ça ravitaille beaucoup. On a du Chapelier qui ancre depuis la réserve, on a du Kodama qui ancre depuis la réserve. On aime bien aller ravitailler ces persos-là. Et du coup on va jouer un petit peu autour de ça. Donc je vous montre un peu les 3 uniques que j'ai mis dans le deck. Pour ensuite que vous compreniez la liste du deck. Du coup en première unique, et c'est celle qui je pense va changer, j'ai mis un Hathor, cette Hathor là. Hathor là qui est 2 jouets de la main, 3 jouets de la réserve, qui est une 0-3-2. Et qui a un effet flèche, donc effet flèche c'est soit depuis la main, soit depuis la réserve. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve, si vous le faites, je gagne un boost pour chaque carte dans votre réserve. Et elle a toujours l'effet de soutien bien sûr de renvoyer une carte de la réserve en main. Donc cette Hathor là qui rigole pas du tout, elle blague 0 la Hathor, elle est pas là pour enfiler des perles, elle met une carte en réserve, donc elle se donne déjà un boost à elle-même grâce à ça, et en gros c'est un Nancy, c'est ça. Mais cette Hathor je la mettais parce que par rapport à un Nancy elle coûte 1 de moins de la main, elle met une carte en réserve donc un boost en plus par rapport au Anansi qui met pas de carte en réserve, et surtout en fait si j'avais des Chapeliers dans ma main ou des Kodama dans ma main, et bien en fait grâce à cette Hathor, hop, je joue Hathor, je mets le Chapelier ou le Kodama en réserve, et comme ça je peux aller ancrer mes persos avec mon Chapelier ou avec mon Kodama qui était dans ma main, qui était relou, que j'avais pas envie de jouer de ma main, que j'avais envie de mettre directement en réserve. C'est un Nancy et un... comment ça s'appelle? Et un élémentaire de Kelon en même temps, cette Hathor. Donc du coup voilà, elle était pas dégueu, mais en fait le défaut c'est qu'elle me fait perdre trop de CA. Elle me fait perdre trop de card advantage pour le coup. On va y revenir après parce que voilà, il y a des cartes clés quand même dans le deck. Fen control du coup, non pas du tout, plus Fen midrange tempo un peu. Midrange tempo, on essaye d'en créer un peu des cartes, etc. Donc cette Hathor, et ensuite on avait ce héros de papier qui est vraiment pour moi un banger. Enfin vraiment il est hyper stable, il est hyper fort le héros de papier, donc qui est une 2 jouets de la main, 2 jouets de la réserve qui a 0,02 de stats. Et qui a un effet flèche qui dit que jusqu'à un personnage ciblé gagne endormi, vous pouvez lui faire gagner 2 boosts, qui a toujours le même effet de soutien que le héros de papier, qui fait que vous pouvez le défausser pour créer une recrue Ordis 1-1-1 dans l'expédition ciblée. En général on le rejoue, hein, on le rejoue sauf vraiment pour win game, mais même l'effet d'endormi est vraiment plus fort. Donc c'est effet endormi, en fait c'est un marchand de sable, mais qui proc en effet flèche et qui coûte moins cher, qui coûte 2 à chaque fois, donc vraiment très très fort ce héros de papier. Donc il peut aller contrôler les cartes adverses, ou qui peut tempo de notre côté si on perd une exped, aller endormir une de nos cartes, lui faire gagner 2 boosts pour qu'elle soit là le tour suivant bien plus forte, et du coup essayer de reprendre l'avantage là-dessus. Et enfin on a ce Cernunnos qui est pas dégueu mais qui est pas hyper stable. C'est une 3 jouets de la main, 4 jouets de la réserve qui a 3-3-5 de stats, donc vraiment pas dégueu pour le coup, et qui dit que lorsque vous jouez un autre personnage avec une statistique de base de 0, vous pouvez défausser une carte de votre réserve. Si vous le faites jusqu'à un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins autre que moi, gagne ancré. Donc le Cernunnos, il est là aussi pour venir ancrer et venir un peu supporter et le Chapelier et le Kodama. En fait, on veut essayer au début de chaque tour de commencer avec une présence et du body que l'adversaire doit rattraper et doit galérer à rattraper. C'était un peu ça l'orientation du deck. Tu devrais voir avec Madri, il a ouvert un héros de papier à Nancy. Ah, ouais. Après, bah tu vois... alors après, à Nancy, c'est cool si... Enfin, les cartes uniques qui ont l'effet d'un Nancy, c'est cool si c'est les 2 réserves et que ça coûte pas cher. Tu vois, moi, ma Hathor, c'est qu'une seule réserve. Ça coûte pas cher, mais c'est qu'une seule réserve. Bon, elle fait un autre effet. Du coup, je sais pas, je pense que je vais tester 100. On va voir ce que c'est. C'est les 2 réserves. Ah, si c'est les 2 réserves, c'est fort. C'est hyper fort, les 2 réserves, pour le coup. Donc du coup, voilà les 3 uniques. Voilà un peu sur quoi je partais. Et autour de ça, bah, forcément, on avait
des cartes Fen. La star du deck, vraiment, on va dire, c'est l'Aloe Vera. Aloe Vera rare en 3 exemplaires, qui est une 3 jeux de la main, 3 jeux de la main pour 2, 4 de stats. Ben en fait, parce que en effet flèche, on peut payer 1, donc on peut payer 4 pour l'ancrer. Et à midi, ça ravitaille. Et Aloe Vera dans Fen, les gars, je pense que je vous apprends rien, mais c'est vraiment la gote, quoi. C'est la meilleure carte du deck, pour le coup, parce que au début du tour, au lieu de ravitailler 1, vous ravitaillez 2. Donc 2 fois plus de chances de choper les chapeliers, de choper les Kodama. Ça vous donne du card advantage en fait, hein. Vous piochez pas beaucoup avec Fen, vous ravitaillez principalement, donc cette Aloe Vera vraiment elle augmente potentiellement vos chances de choper ce que vous voulez. Et en plus de ça, au début du tour, vous pouvez commencer avec 4 cartes en réserve, donc d'un seul coup la Hathor elle devient beaucoup plus intéressante, le Anansi devient beaucoup plus intéressant, etc. etc. quoi. Spiky. Liste assez similaire, mais j'ai retiré les Kodama, j'ai les encrières rares, pas de héros de papier, ni de marchand de sable, ni Alice. Mais j'ai Zou et entraînement magique. Oui, donc toi, Spiky, c'est un peu plus contrôle que moi. Aloe Vera, le must-have pour Fen, clairement. Clairement, et il y a des games que j'ai gagnés juste parce que mes adversaires ne connaissaient pas le match-up et ils savaient pas que l'Aloe Vera, c'était à surtout dégager quand on le pouvait. Mais ça, je vais y revenir après. Donc voilà, Aloe Vera en 3 exemplaires en rare, clairement le must-have. Et du coup, autour de ça, j'ai mis des cartes qui me permettraient de faire des après-vous ou de rendre facilement la main à l'adversaire pour justement caler mon Aloe Vera ancré de la façon la plus safe possible. Parce que cette carte-là, en général, les bons joueurs, quand ils la voient, ils la dégagent immédiatement. Ce qui est... Enfin, ils ont totalement raison de faire ça, ce qui est très très bien joué. Moi, de toute façon, j'ai dit à tous mes potes, j'ai dit... Chez Mouna ou chez Lyra, si vous voyez une Aloe Vera qui s'ancre, ou même pas, vous la dégagez, vous la gérez, il faut pas laisser l'Aloe Vera à Fen, faut pas laisser l'Aloe Vera à Teija, vous les dégagez dès que vous les voyez. Donc écoutez, j'ai voulu réduire la dépendance de l'Aloe Vera en mettant des Esmeralda rares. Ouais, Esmeralda rares, j'aime pas, parce que 3 depuis la réserve pour 0-2-2, c'est rude. Vraiment, en termes de body, tu te fais éclater, quoi. Mais je peux comprendre. Après, moi, j'ai pas voulu réduire la dépendance à l'Aloe Vera, j'ai juste voulu augmenter mes chances de la placer de façon safe. Donc, je vous ai bien entendu présenter les 3 Anansi en commun, on n'a pas besoin de le présenter. Très très fort. En général, c'est minimum une 4-4-4 pour 3 jouer de la main, ou une 4-4-4 pour 2 jouer de la réserve, donc c'est vraiment très très fort pour le coup, dans ce deck. Et du coup, pour essayer de caler nos Aloe Vera, on a quoi? On a de la martingale, 3 exemplaires, un petit tour 1. Qui fait un après-vous, et en plus l'effet de réserve qui dit que la prochaine carte que vous jouez coûte 1 de moins, c'est pas dégueu pour le coup. Elle fait proc l'effet du Cernunnos. Elle fait proc l'effet, vu qu'elle a une statistique de base à 0, elle fait proc l'effet pour aller ancrer une carte, donc réancrer l'Aloe Vera, réancrer peut-être la Hathor full boostée, ancrer un Anansi full boosté, bref. Donc c'est 3 martingales. On a aussi 2 héros de papier en rare. Pareil, hein, c'est un tour 1, ça rend la main à l'adversaire, ça peut venir créer un jeton soldat recrueur 10 pour faire la différence sur un biome, ça m'a déjà servi à avancer sur des expéditions, et ça fait proc aussi l'effet du Cernunnos, pour pas cher, c'est-à-dire que quand votre Cernunnos est setup, pour pas cher, vous réancrez un personnage de coup de main 3 ou moins. Et donc vous conservez un board pour le tour d'après. Donc en fait la tech c'était Cernunnos, quand je le pose, j'utilise le chapelier ou le Kodama en réserve pour ancrer Cernunnos. Et une fois que le Cernunnos est ancré, quand je pose des cartes avec une statistique de base à 0, et je réancre soit mon Aloe Vera, soit mon Anansi, etc. Le seul problème avec ce Cernunnos, c'est qu'il faut défausser une carte de la réserve pour faire l'effet, et c'est pour ça qu'il est pas stable, c'est qu'il doit défausser une carte de la réserve. Je pense que s'il n'avait pas cette contrepartie, il serait parfait, il serait vraiment parfait pour le coup. Donc voilà pour ces petits tours 1, et bien sûr j'ai mis 2 entraînements à Capella, parce que c'est hyper fort, j'hésite à le mettre en x3 d'ailleurs, je sais pas. Je trouve qu'en x2 c'est déjà plutôt pas mal dans un deck plutôt mid-range. J'ai gagné, j'ai explosé un Traced grâce à entraînement à Capella, il a jamais fait son pouvoir de la partie, il a jamais pu débloquer son pouvoir, je lui ai tout rendu fugace. Et puis ça fait le petit après-vous pour essayer encore de placer cette Aloe Vera de la façon la plus safe possible. Je suis d'accord, c'est nul, mais bon, ça permet de continuer et de creuser. J'ai chopé une Esmeralda unique qui de la main a l'effet croupière en plus de resupply en flèche. Ah oui, dans ce cas-là, oui, une Esmeralda unique, clairement, ça se prend tous les jours avec cet effet-là.
Et donc voilà, on a vu l'Aloe Vera à la star, on a vu le Anansi de la brute, on a vu les uniques, on a vu les cartes qui permettaient de faire des après-vous pour jouer l'Aloe Vera, et aussi en termes de stats et de après-vous, j'ai calé 2 Alice en rare. 2 Alice en rare parce que bah, ça a quand même des bonnes stats, c'est un bon body pour 3. Ça peut faire après-vous depuis la réserve pour justement laisser jouer l'adversaire pour être sûr qu'il ne nous gérera pas notre Aloe Vera quand on va la placer en ancré. Ça aime bien se faire ancrer, hein, ça aime bien se faire ancrer par du Kodama, par du Chapelier, ou alors par notre Cernunnos pour le coup, donc c'est pas dégueu. Donc je l'ai calé 2 fois en rare. Pareil, j'ai mis 2 Cernunnos en rare pour les stats, et parce que ça aime bien se faire ancrer aussi. Vraiment le but c'était d'avoir des bonnes cartes qu'on peut ancrer, des bonnes stats pour prendre des XP, et un petit peu de gestion, un petit peu d'après-vous. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ce deck? J'ai mis un marchand de sable en rare one-off, parce que j'ai déjà le héros de papier qui fait cet effet. Et en fait, ces 2 cartes-là sont très utiles. Alors pourquoi en rare? Parce que depuis la réserve, c'est un peu comme une pionnière bravos, donc c'est du 0-3-3 pour 2, c'est plutôt agressif, pour le coup. Ça prend des biomes. Et en fait, on les cale pour aller endormir nos Aloe Vera, pour aller endormir nos Cernunnos, sur des côtés où en fait on est en train de perdre, et sur des cartes qu'on veut garder pour le tour d'après. Ou alors ça sert juste à aller endormir une carte adverse pour aller gagner, remporter la game, tout simplement. Donc one-off, normalement dans la liste de base, je crois que Ricky il en jouait 2, si je me trompe pas, et moi j'en joue qu'un seul parce que j'ai mon héros de papier en rare qui fait le même effet, en plus en effet flèche. J'avais hésité à l'enlever, mais je pense qu'en one-off c'est plutôt pas dégueu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce deck? Forcément, on a du 2 Hathor en commune, parce que j'ai la version unique. 2 Hathor en commune, parce que ça a des stats pas dégueu de la main. Depuis la réserve, ça renvoie une carte en main et ça fait proc l'effet du Cernunnos avec la stat à 0, pour le coup. Cernunnos qui va réancrer grâce à ça. J'avais mis deux prestigiatrices de l'Ouroboros. Alors, c'est fort, c'est plutôt pas dégueu quand tu la ravitailles, mais quand tu l'as en main, c'est pas ouf. faut faire des bons lancers de dés. Je l'ai passé en 1 sur l'autre version du deck. En fait, c'était toujours dans l'esprit de faire proc l'effet de Cernunnos. Et en plus de ça, depuis la réserve, c'est potentiellement une 2-2-2 pour 1, ou c'est une 1-1-1 pour 1 qui rend la main, tout simplement. Donc, elle m'a déjà fait le café. Enfin, elle m'a fait café sur quelques games, notamment à Angers, où je crois que sur mes 3 premières parties, je l'ai sorti 2 fois en 2-2-2 pour 1 depuis la réserve. Et ça, franchement, quand ça fait ça, c'est plutôt cool. Et voilà, donc je suis toujours dans l'esprit de rendre la main à l'adversaire pour placer cette Aloe Vera. Tout simplement. 2 fées clochettes en rare pour aller saboter. Jouer de la main, c'est une 1-3-3 pour 2. Donc c'est des bonnes stats. Jouer de la réserve, ça sabote. J'ai que 2 cartes qui sabotent dans le deck. C'est peut-être un défaut. Mais un défaut qui va être solutionné avec la nouvelle unique que j'ai chopée, que je vais vous montrer juste après. Et ensuite, je pense qu'on est bon. Hein, on a tout vu. Fée clochette, Cernunnos en rare. Martingale. Héros de papier en rare. Prestigitatrice. Hathor, Kodama, héros de papier, Anansi, marchand de sable, Cernunnos, Aloe Vera, Alice, le Chapelier. Ok, et puis dans les sorts, forcément 2 entraînements a cappella en commun, 3 meuniers Tudor en commun, toujours pour aller soit gérer les cartes adverses, soit endormir nos cartes qu'on veut garder pour le tour d'après sur une XP qu'on a de toute façon perdue. Et puis en plus de ça, le petit effet de soutien qui dit que la prochaine carte jouée coûte 1 de moins. Meunier Tudor en tie-break ou en dernier tour, ça fait gagner des games. Hein. Vous l'avez en main, en tie-break. Vous faites des après-vous, vous laissez l'adversaire poser ses cartes, vous faites Meunier Tudor depuis la main, Meunier Tudor depuis la réserve, ça fait gagner des games, vraiment. Le fait que le sort n'est pas fugace, c'est vraiment hyper fort. Et enfin, 3 cocons d'étoffe. 3 cocons d'étoffe pour aller gérer les permanents, pour aller gérer les cartes adverses, les tons, etc. Donc le côté gestion un peu du deck, en plus des sorts qu'on a là. Donc voilà, un deck qui était plutôt plaisant à jouer, sauf si tu chopes pas tes Aloe Vera en fait. En fait, je me suis rendu compte du défaut du deck, c'est que si tu chopes pas tes Aloe Vera, si le jeu te les donne jamais, t'es dans la merde. T'es dans la merde, faut vraiment quand tu chopes ton Aloe Vera ou si tu la chopes pas, c'est le jour et la nuit. Parce qu'en fait, j'ai des cartes, notamment des uniques, qui font perdre trop de CA sans avoir d'Aloe Vera. La Hathor qui me prend une carte de la main, la met dans la réserve directe, ça fait perdre du CA.
Et ce Cernunnos, pour faire son effet, bah, il fait perdre du CA aussi. Donc du coup, quand j'avais mes aloe vera, j'étais fort. Quand j'avais pas mes aloe vera, mais que je chopais mes uniques, j'étais plutôt faible. Donc je pense que c'est ça qui a joué en ma défaveur. Plus aussi, bah, forcément, hein, j'ai des adversaires qui ont très bien joué. Il y a des moments où j'ai peut-être pas aussi bien joué que je l'aurais voulu. Une pensée pour un adversaire qui a vu ses 3 aloe partir en mana. Ah oui, j'ai eu une game aussi où j'ai 2 aloe qui partent en mana, mon Cernunnos et ma Hathor. Je suis là en mode, bon allez, bah écoutez, on va pas perdre de temps, on va abandonner. Mais ça arrive, ça arrive. Après, normalement, le deck est fait pour quand même tourner sans tout ça. Donc voilà, on est sur des stats plutôt équilibrés, on a un deck qui est pas dégueu. Vraiment, il est très très plaisant à jouer. Je pense qu'il peut jouer contre à peu près tout. Hein. Vraiment, c'est juste les uniques, je pense, qui ont un manque de CA vraiment trop fort et qui du coup ne sont pas équilibrés, sont pas stables et font qu'il y a des parties qui sont moins stables, elles rendent les parties peu stables. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai enlevé la Hathor. Du coup, suite à la présentation du deck, je vais vous montrer la nouvelle version du deck. Du coup que j'ai faite, qui est là. En fait, dans cette nouvelle version, j'ai enlevé la Hathor en commun. J'ai enlevé la Hathor en unique, pardon, donc du coup j'ai repassé 3 Hathor en commun, en enlevant une prestidigitatrice de l'Ouroboros. Et du coup j'ai rajouté cette unique que j'ai chopée dans un booster promo de Angers. S'il veut bien la montrer. Il veut pas la montrer. Ok, on va rafraîchir la page. On va rafraîchir la page. Allez, montre-le. Bon, il veut pas montrer l'unique. Je vais vous dire un peu ce qu'elle fait, cette unique. Attends, accéder aux détails peut-être. Bon, on va voir ce qu'elle fait. En gros, c'est une Esmeralda. C'est une 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve pour 3-2-0 de stats. Elle a un effet flèche qui sabote. Donc ce qui est bien, c'est que ça rajoute vraiment un effet de sabotage en plus des 2 Tinkerbell dans le deck. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Et surtout, elle a un effet qui dit que lorsque vous jouez un autre personnage avec une statistique de base de 0, vous ravitaillez. Et ça les gars là, pour l'avoir déjà testé, qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est agréable parce que même si tu chopes pas ton aloe vera, et bien en fait cette Esmeralda, elle vient stabiliser le deck et te permettre quand même d'aller chercher tes cartes ancrées ou tes cartes, ou tes aloe vera, ou tes cartes importantes pour le deck. Donc vraiment c'est plutôt fort. Et en plus, en fait, il y a une game où j'ai réussi à avoir mon Cernunnos et l'Esmeralda en jeu. Et en fait, j'ai joué une carte, j'ai joué comment ça s'appelle, une martingale. Et en fait, c'est simple, Esmeralda la ravitaille, Cernunnos il défausse une carte de la réserve pour ancrer. Donc Cernunnos il ancre Esmeralda. Ensuite derrière tu rejoues une carte avec des statistiques de base de 0, tu re-ravitailles, tu peux réancrer, ainsi de suite. Enfin vraiment il y a un petit combo quand t'as les deux qui est plutôt agréable à jouer. Et puis voilà, le petit effet bonus pour prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. À mon avis, sauf cas exceptionnel, ce sera rarement utilisé comme ça. Mais l'effet de sabotage depuis la réserve est vraiment très très fort. Ah clairement c'est... Pierrot, je suis d'accord avec toi, elle est vraiment très très forte cette Esmeralda, elle est banger. Ouais, merci Flèchetival, j'ai fait. Fort le ravitaillement, effectivement, c'est pas mal. Déjà, sabotage en flèche pour 3, c'est suffisant, mais là, ça dégomme, ouais, clairement. Et du coup, ça apporte la stabilité qui manquait au deck en enlevant la Hathor. Parce que, en fait, en vrai, j'ai déjà assez de stats comme ça dans le deck. J'ai 2 Cernunnos, j'ai un Cernunnos unique qui a des stats pas dégueux, j'ai 2 Alice, j'ai 3 Anansi. Là, mon deck avait plus besoin de stabilité que de stats, et clairement, cette Esmeralda, elle vient faire le café, pour le coup, à ce niveau-là, donc pas dégueu. Pas dégueu, donc maintenant j'ai 3 Hathor en commune, et j'ai mis une prestidigitatrice en one-off. Je sais pas si je passe l'entraînement a cappella à 3 à la place d'une prestidigitatrice ou pas. Après, maintenant, avec cette Esmeralda, la prestidigitatrice, elle fait proc son effet, donc ça devient encore plus intéressant de l'avoir dans le deck. J'ai 2 cartes qui sont proc avec des statistiques de base de 0, donc j'ai 3 martingales, 2 héros de papier, une prestidigitatrice, 3 Hathor, ça fait 9 cartes. Le héros de papier, ça fait 10 cartes. Marchand de sable, ça fait 11. Et les chapeliers, bon, ça fait 14, mais les chapeliers, ça m'est arrivé de les jouer, hein. Si vous tombez sur le biome plante-terre, le chapelier, il met d'accord, hein. Il met d'accord, mais en général, il se fait gérer, quoi. Je débarque, tu penses quoi de la rumeur sur le patch sur Robin ou Equinox enlèverait le tag bureaucrate? Il y a vraiment une rumeur là-dessus, genre c'est vraiment, ils y ont vraiment pensé, ou c'est juste les joueurs qui disent ça?
Si c'est juste les joueurs qui disent ça, moi je pense pas que pour l'instant on puisse penser sérieusement à ce nerf-là. Après, il y a eu 8 Warou dans le top 16. Hein. 8 Warou dans le top 16, et les Warou, bah forcément, ça jouait du Robin, ça jouait des uniques qui avaient l'effet de Robin. C'est que ça pleure partout, mais pour le moment, Equinox surveille. Oui, je pense qu'ils regardent. De toute façon, on a eu des playtesters sur le Discord d'Alter Daces qui venaient faire un tour et qui nous donnaient un petit peu leur retour sur le tournoi. Il y a beaucoup de Warou, il y a 8 Warou en top 16. Enfin, il y avait beaucoup de Warou dans les tables hautes. 8 en top 16. Moi, j'ai joué contre aucun Warou. Et parmi mes potes, il y en a que 2 qui ont croisé un Warou, quoi. Ça ressemble beaucoup à un source. T'inquiète. J'ai pas compris Flechtival. J'ai pas compris. Mais du coup, voilà la nouvelle version du deck. Bref. Donc j'ai fait un peu les games avec ces decks, avec ce deck Fénanger. Et du coup, je vais repasser un peu sur la vue chat. Pour parler un peu de l'événement lui-même, etc. Alors moi j'ai fait le récap un peu des games que j'ai fait. Je vais vous raconter un peu les games que j'ai fait un peu pour faire le retour. Donc, première game. Alors déjà, nous on arrive, on est parti à 4 en bagnole le vendredi soir à l'événement. En fait, moi j'ai de la famille qui habite sur Nantes, donc on a fait Amiens-Nantes le vendredi en quittant du taf. Donc 4h30 de route à peu près. On est arrivé, forcément on rencontre la famille, etc. On est allé boire un coup, etc. Donc on n'a pas beaucoup dormi le vendredi soir. On n'a pas beaucoup dormi le samedi soir. Le samedi on a passé la journée avec eux. Du coup on a dû dormir 6 heures dans la nuit du samedi au dimanche. Réveillé le matin à 6h45. On a pris la caisse, on est allé à l'événement parce qu'on voulait arriver pour 8 heures, histoire d'être tranquille, de rencontrer les gens et tout, etc. C'était grave cool, vraiment, en tout cas, très bonne ambiance pour le coup. La communauté est vraiment, dans l'ensemble, très cool, très bienveillante, pardon. Enfin, vraiment, j'ai adoré rencontrer les gens là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, etc., avec qui on a discuté. C'était vraiment hyper agréable de rencontrer un peu la commu, hein, parce que moi c'est vrai que je vous vois surtout par des pseudos, que ce soit dans les commentaires YouTube ou sur le chat, et ça fait toujours plaisir de discuter avec vous en vrai, etc., de vous rencontrer, donc c'était plutôt cool. Pour ça j'ai vraiment kiffé l'événement, c'était trop bien. Il y avait toute l'équipe d'Equinox sur place, les game designers, il y avait une illustratrice, il y avait Régis, etc., donc c'était vraiment trop cool. On est que des pseudos. Ça ressemble beaucoup à... Oui, d'accord. Ok, j'ai compris, Kayuko. Mais du coup, voilà, ça fait plaisir de rencontrer aussi les autres influenceurs. J'ai rencontré Théozen, j'ai vu Hiruama, j'ai vu Kayuko, j'ai vu qui d'autre, je dois en oublier. Forcément il y avait Caleb que j'ai pu voir en vrai, j'ai vu tous les gars de la team Alter Daces, donc vraiment ça faisait plaisir de voir tout ce beau monde et un peu l'émulsion qu'il y avait autour du jeu. Ah oui, Festival, j'ai confondu vos pseudo-roses, ouais. Autant pour moi. Et du coup c'était vraiment cool, vraiment trop bien, une grande dose de dopamine, vraiment c'était super. Et en vrai, pour 1024 joueurs annoncés sur une journée, je sais qu'il y a des gens qui se sont plaints un petit peu de l'organisation, mais franchement, l'organisation était plutôt propre. Vraiment, faut savoir qu'à la base, quand même, c'était un tournoi qui était prévu pour être de 128 joueurs, parce que ça devait être juste un petit side tournoi. L'événement de base, c'était le tournoi Lorcana sur 2 jours. Et sur place, il y avait un tournoi, je crois, Star Wars Unlimited d'une 30aine de joueurs. Et à la base, vraiment, Altered, c'était prévu pour être un petit side tournoi de 128 joueurs, quoi. Et les mecs, en fait, ils ont augmenté à 512, et puis à 1024. Et vraiment, il y a eu 1018 joueurs inscrits, du coup, le jour J. Il y avait 1018 joueurs qui ont participé au tournoi. Et vraiment, les gars, pour 1018 joueurs sur un jour, franchement, l'organisation, ça va. Franchement, gros GG à Ludotrotter. Vraiment, les gars de Ludotrotter, si vous regardez la rediff du live ou cette vidéo YouTube, vous avez géré l'orga. Alors oui, il y a eu des petits couacs, des petits ratés, mais franchement, l'organisation, c'était fluide, quoi. Nous, le soir, à 19h, on était repartis. Hein. T'arrives à 8h, tu fais tes 10 games, à 19h, tu repars.
c'est bon, hein, franchement, c'est nickel, les gars. Il n'y a eu aucune galère, aucun souci. Le dimanche était meilleur, en effet, mais le samedi, pour les sides, ils se sont fait trop surprendre et on n'a pas assez anticipé organisé. Oui, ça, j'ai cru comprendre qu'effectivement, pour les sides, c'était tendu. Après, les sides, je sais pas si tu t'attends à avoir plus de 500 personnes en side event, tu vois. Mais j'ai discuté un petit peu avec Brian, il m'avait dit que... en plus, ils n'avaient même pas le logiciel officiel pour les rondes, ils n'avaient pas les rules et policies officiels, etc. Bref, donc vraiment gros GG à Ludotrotter, pardon. GG à eux, c'était vraiment hyper cool, en tout cas. Peut-être la pause d'une demi-heure pour manger qui était pas... Après les gars, vous voyez que vous avez une demi-heure pour manger, vous voyez qu'il y a des food trucks pour 1000 personnes, prenez un sandwich. Prenez un sandwich, allez pas faire une queue de 45 minutes. Dans un événement où il y a 1000 personnes qui vont bouffer pour choper des frites, prenez un sandwich, quoi, vous faites pas avoir. Il y a des gens qui se sont fait avoir, je pense, hein, pour le coup. Mais bon, c'est une autre question. Du coup, on arrive et tout, trop bien, bonne ambiance, on croise les gens nous croisent, etc. Et du coup, première game contre un Traced, que je salue. Alors, le Traced assez classique, qui jouait du Anansi, mais qui ont joué en x3, je crois. Et le mec en face de moi a une main de départ, je pense, éclatée. Hein. Il a vraiment pas du tout une bonne main de départ parce que tour 1, il me joue Amelia Earhart de la main. 2-2-2 pour 3 et il joue rien d'autre. Donc du coup, je me dis, ouf, ça c'est dur. Moi, j'avais mon tour 1 classico, martingale, into fait clochette qui prend 2 XP. Donc on était plutôt pas dégueu ou alors qui fait du 1 pour 1. Et ensuite, j'ai juste snowball sur toute la game. J'ai capitalisé sur mon avance. Ah oui, en plus c'est lui qui commençait, donc il commence avec une 2-2-2 pour 3, tu te dis bon bah c'est free, j'ai mis ma fée clochette du côté de sa Amelia, j'ai mis martingale de l'autre côté, j'ai pris 2 expeds, il en a pris qu'une, puis j'ai capitalisé tout le long, il a réussi à faire proc Traced 2 tours avant la fin, mais ça lui a clairement pas suffi, il a pas chopé ses havres, et je suis plutôt content de ça. Mais voilà, la game potentielle. Enfin, vraiment, j'ai pas été embêté plus que ça pendant cette game. Donc j'étais en 1-0 à ce moment-là. Le ratio de temps de jeu, temps d'attente était pas excellent, oui. Mais compréhensible au vu du nombre de joueurs, oui. Et surtout, dû au fait que ils devaient rentrer tous les résultats à la main, en fait. Ils avaient pas de logiciel officiel pour rentrer les scores, etc. Je sais pas, je pense qu'il y a un moyen qui peut exister où sur ton appli, les 2 joueurs rentrent le score, se le montrent et doivent le valider avec un code qu'ils doivent rentrer. Et puis ensuite, au lieu d'attendre une demi-heure par round, t'attends 10 ou 15 minutes. Et ça, sur 10 rounds, tu gagnes 2 heures, 2 heures et demie de temps sur la journée. Je pense que ça peut être pas dégueu. Je pense que ça doit exister, hein, pour le coup. C'est surtout à cause du logiciel qui fonctionnait pas. Ouais, voilà, il y a eu un souci de logiciel. Alors attendez, il y a Cécile qui m'envoie des... Alors, qu'est-ce qu'elle me raconte, Cécile? Ok, d'accord. Désolé. Du coup, 1-0, bon, plutôt... salut Falk, tu as joué quoi? Salut Corel. Bah écoute, j'ai présenté juste avant, j'ai joué un Fen midrange. Là, je te mets la liste là, pour que tu vois... Hop, je laisse la liste ici, comme ça au moins vous aurez le deck. J'étais sur la première game. Donc première game 1-0, plutôt confiant. Après bon voilà, les premières games, forcément, il y a des gens aussi qui viennent ici qui n'ont pas autant tryhard que nous. Hein. Après moi j'ai tryhard qu'une semaine, mais j'étais avant, je crois que j'étais 110 sur BGA, top 110 sur BGA, donc pas dégueu, mais pas non plus top player confirmé quoi. Et deuxième game, je joue contre un gars qui jouait du Kojo aggro. Alors Kojo, c'est un match-up que j'ai pas bossé. C'est un match-up que j'ai pas pu bosser parce qu'en fait je tombais pas contre des Kojo en game sur BGA et j'ai pas pensé à bosser le match-up avec mes potes. En même temps personne joue Kojo dans mes potes. Et du coup j'avais pas bossé le match-up et j'ai eu une main de départ vraiment éclaté, mais vraiment éclaté. Et du coup il a réussi à prendre l'avance dès le premier tour. Dès le tour 1 il avance de 2, moi j'avance de 1, et c'est pareil, il a capitalisé là-dessus toute la game.
Et en fin de game, il gagne sur une éruption de mana rare pour 2. Vous défaussez un personnage et vous défaussez un de vos orbes de mana. Et il gagne là-dessus parce que, en fait, s'il faisait pas ça, moi j'avais commencé à me setup. En fait, j'ai touché mon Aloe Vera trop tard dans la partie. Et c'est là où je me suis rendu compte de la faiblesse du deck. Et vu que j'ai touché mon Aloe Vera trop tard dans la partie, eh ben, je me suis lancé trop tard dans la partie. Lui, il avançait, il était bien aggro comme il fallait. Et moi, en fait, là, au moment où il gagne la game, en gros, s'il me fait pas ce move-là, je pense que c'est terminé. Il avançait plus d'aucun côté. Et moi, je reprenais le dessus. Parce que bah, je m'étais setup avec un Cernunnos ancré, une Aloe Vera ancrée, qu'elle est ravitaillée au prochain tour. Et lui en gros avait plus rien en main, plus rien en réserve, et juste il me lâche ce sort là, il me dégage une carte et il avance sur l'XP. Et même lui m'a dit que si la partie durait, j'aurais sûrement gagné, mais GG à lui, il a été bien aggro, il a vomi ses mains. Et il m'a bien eu. Mais là, clairement, ce qui a pêché, c'est la main de départ qui était vraiment horrible. Et le fait que j'ai eu mes Aloe Vera trop tard, pour le coup. Parce que une bonne main de départ sans les Aloe Vera, ça peut encore le faire. Une main de départ éclatée sans les Aloe Vera, mais je crois que c'est la seule main de départ que j'ai eu d'éclater du tournoi. Toutes mes 9 autres mains étaient vraiment pas dégueu. Merci Grise pour ton follow, merci à toi. Et du coup, donc, une victoire et défaite. D'ailleurs, ce joueur-là, au début, on se pose et tout, donc mais je mélange mon deck et tout, je lui demande de couper, moi je coupe le sien, et je vois que le gars prend mon deck et dit « Bon, mais moi je le mélange ». Je fais « Ok ». Donc on a le droit de faire ça, d'ailleurs, même apparemment c'est très conseillé pour éviter les gens qui stackent et tout. Et en fait, je vois qu'en le mélangeant, alors moi je regarde le mec quand il mélange mon deck, je vois qu'en le mélangeant, il regarde discrètement la carte en dessous du deck. À chaque fois qu'il mélange. Il fait genre de regarder à gauche, à droite et tout, machin, puis hop, il jette un petit coup d'œil comme ça, et puis il regarde la carte du dessous du deck. Du coup, je fais, ah, petit enfoiré. Et du coup, je voyais qu'avec son petit doigt, et bien justement, il faisait toujours en sorte... En fait, il changeait de carte d'en dessous, et quand il y en avait une bonne, hop, avec son petit doigt, il faisait toujours en sorte de la remettre en dessous quand il remélangeait derrière et tout, machin. Et il me rend mon deck. Et je fais, putain, l'enfoiré, il est en train d'essayer de me la mettre, en fait, le gars. Et il est en train d'essayer de me la mettre. Et du coup, ce que j'ai fait, en fait, j'ai dit, bah écoute, vieux, je reprends mon deck, je l'ai remélangé, et je fais, tiens, coupe-le. Je fais, tu le remélanges pas, tu le coupes. D'ailleurs, je sais pas si j'avais le droit de faire ça. Mais j'ai dit, je vais pas laisser le choix, j'ai fait, non, non, mon gars, tu le mélanges pas, tu le coupes. Donc là, il l'a coupé, puis ensuite, il me l'a rendu. J'espère que... Enfin, je pense que du coup, ça lui a peut-être mis un petit stop pour les games d'après. Mais voilà, quand un mec mélange votre deck, alors il a le droit. On a demandé à un judge, Dylan a demandé à un judge, et justement c'est très conseillé de mélanger le deck de l'adversaire parce qu'il y a des gars qui sont très doués, qui peuvent stacker leurs cartes et tout en mélangeant leur propre deck, qui sont agiles un peu avec leurs doigts. Mais toi en mélangeant derrière, en fait en faisant mélanger le deck à l'adversaire, ben, c'est pareil en fait. Si le gars en face de toi c'est un gars qui sait stacker les cartes, et ben, il peut très bien faire la même chose avec ton deck dans l'autre sens quoi, en essayant de mettre en dessous de ton deck des cartes qui sont chiantes pour lui. Donc du coup il n'y a pas trop de juste milieu un peu dans ce côté là. Donc c'est pour ça que moi, après, dans le tournoi, je filais mon deck à l'adversaire, donc soit il coupait, soit il remélangeait. Mais quand le gars mélangeait mon deck, je le recoupais une fois derrière, ou je lui demandais de le recouper derrière une fois, comme ça. Et moi, quand je mélangeais le deck des adversaires, quand je le posais, et je le recoupais. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de mélanger le deck, le poser, le couper, et puis voilà, comme ça évite le stack, et ça évite le stack aussi dans l'autre sens, où tu mets les cartes en dessous du deck. Bref, en tout cas, du coup, j'ai pas trop apprécié, ça m'a pas mis dans un bon mood, et... Le fait que je perde contre lui, ça m'a un peu saoulé, tu vois. Je me suis dit, putain, le karma n'a pas frappé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, j'étais en 1-1. J'étais en 1-1, assez saoulé par ce qui venait de se passer, mais je suis passé quand même à autre chose parce que vraiment l'événement était trop cool et les gens étaient trop cool, donc ça m'a pas saoulé non plus que ça. J'étais juste dégoûté à la fin par ce genre d'attitude, mais voilà. J'aurais préféré le battre. J'aurais été moins dégoûté. Ensuite, troisième game, je joue contre un Teja. Le gars hyper sympa, vraiment trop cool. Trop gentil. Un Teja vraiment plante ancrage. Sans Hydrakaena, je pense. Petit B1 TV, je remélange toujours les decks de mes adversaires. Ça permet aussi de bien vérifier en comptant qu'il y a 39 cartes et pas essayer de réduire le nombre de communes en soum soum. Ah oui, ok, d'accord. Moi, j'arrive pas en mélangeant, juste compter les cartes. Hein.
Bienvenue à toi en tout cas, petit BO1 TV. Sposito, quand tu mélanges le deck de la FR, tu dois clairement regarder ailleurs. Bah ouais, et du coup le gars vraiment, mais en plus, enfin, t'es grillé quoi. Moi le mec mélange mon deck, je regarde. Et t'es grillé, le mec il checkait comme ça, tu vois. C'est vrai que si tu fais pas gaffe, ça peut être discret, mais... Non mais s'il a fait ça au tournoi, il a peut-être fait à d'autres dégoûter. Faut prévenir leurs gars, quant à ce genre de doute, ils peuvent surveiller. Ok, ouais, j'avoue que du coup j'ai pas prévenu leurs gars. En fait, franchement c'était un premier gros event comme ça pour moi. Tu fais tellement de trucs, ça va tellement dans tous les sens que effectivement la prochaine fois que j'ai ce genre de comportement, je préviendrai leurs gars pour le coup. Du coup, troisième game contre un Teja, plante classique, pas d'Hydrakaena, vraiment juste ancrage qui jouait des entraînements à la méditation. Ça jouait quoi? Ça jouait les plantes standards hein, de Teja pour le coup. J'ai réussi à le battre, je sais même plus comment. C'est une win plutôt classique, en fait c'est une game plutôt classique où au bout d'un moment, voilà, il a pas réussi à gérer mes aloe vera quand je les ai posés, je les ai eu plutôt tôt dans la partie, donc j'ai capitalisé sur le fait que bah, je ravitaillais beaucoup, vu que je ravitaillais beaucoup, j'avais plus de lignes de play, etc. Et du coup, j'ai juste géré son deck, je pense que mon Fen contre les Teja, il s'en sort plutôt bien. Je crois que c'est Meunier Tudor qui m'a carry cette game-là. Je crois que c'est ça. On allait partir en tie-break. Et en fait, j'avais un Meunier Tudor en main, il me restait 4 de mana, j'avais des cartes qui étaient ancrées du tour d'avant. Et en gros, j'ai joué des tours 1. Lui a joué tout ce qu'il avait. Et Meunier Tudor, terminé. Et c'est même pas allé au tie-break, je l'ai battu comme ça à la fin. Le Fen en général s'en sort bien, ouais. Ouais, contre Teja, c'est plutôt pas dégueu. Ça rend ouf les tricheurs, c'est comme ceux qui oublient tous leurs triggers qui les désavantagent pas. Ouais. Alors ça faut que tu les rappelles. Pareil pour ceux qui les avantagent du coup. Moi je sais que pendant une game j'ai rappelé à mon adversaire. Mon adversaire m'a joué une Baba Yaga rare de la réserve pour 3. Et du coup j'ai été obligé de lui rappeler que ça coûtait 2. Même si c'était pas à mon avantage et qu'il a gagné la game. Mais je le fais, faut le faire. En vrai, faut pas être non plus mauvais joueur de notre côté. Je pense que c'est important de le faire. Mais oui, c'est relou. Et si ça fait 1, 2, 3 fois, faut pas hésiter à appeler un arbitre non plus. Pour dire, le gars oublie toujours les triggers négatifs, quoi. Au bout d'un moment, faut pas hésiter. Il faut rappeler tout ce qui est obligatoire. Mais pas les vous pouvez. Oui, non, les vous pouvez, tu rappelles pas. Non, tout ce qui est obligatoire. Clairement. Tout ce qui est vous faites et point barre. Donc du coup, voilà, win contre Teja, 2-1. La partie était plutôt tendue, mais voilà, ça se gagnait sur la fin. Ensuite, j'ai rencontré un Sigismar. Classique, pareil. Je pense une version améliorée du deck de base qui jouait, bah voilà, token avec des transporteurs, probablement du monolithe, je l'ai pas vu passer le monolithe, mais avec du transporteur. Et en fait le gars, pendant la game, me dit ah mais je connais pas ton deck en fait. On joue et tout, on joue des cartes et tout, puis je pose Aloe Vera, puis il lit la carte, puis je pose Hathor et il lit la carte et tout, et je fais tu veux que je te dise à chaque fois ce que ça fait? Il fait non en fait je connais pas ton deck. Je fais ok. Et en fait pendant la game, à un moment sur une lane, j'ai une Aloe Vera ancrée, et j'ai une Alice. Sur la même lane, les deux sont sur la même lane, j'ai une Alice qui est posée. Et en fait, lui, il va jouer un teamwork training, je le savais, je l'avais anticipé. Et s'il m'enlevait l'Aloe Vera, il me dégageait l'Aloe Vera, donc il m'empêchait de ravitailler, mais il ne gagnait pas ce tour-ci sur cette expédition, en m'enlevant l'Aloe Vera. Alice était plus forte que ce qu'il avait en face. Par contre, s'il m'enlevait la Alice, il avançait sur son expédition, par contre, il me laissait l'Aloe Vera. Et il a fait l'erreur de me laisser l'Aloe Vera, il m'a dégagé la Alice pour lui prendre de l'avance sur l'expédition, et il m'a laissé l'Aloe Vera, ce qui était, je pense, l'erreur de la game pour lui, parce que derrière, bah, j'ai ravitaillé comme un goré, et bah, forcément, après, j'ai réancré, j'ai replacé des trucs, etc. Je lui ai même dit à la fin, hein, du coup, je pense que c'est le coup qui l'a fait perdre. Pour le coup, je sais plus ce que j'ai noté. Ouais, non, c'est le coup qui l'a fait perdre. Il a pas géré mon Aloe Vera, il me l'a laissé, et après il a rien eu pour la gérer. Moi j'ai pu replacer derrière un Cernunnos avec hop une carte qui permet de rancrer l'Aloe Vera. Ensuite j'ai rancré le Cernunnos avec un Kodama de la réserve, et puis une fois dès que t'es setup comme ça, en général en face c'est très dur de revenir quand t'as deux gros body, quand tu commences le tour avec 2-2-4 d'un côté
et 3-3-5 de l'autre, c'est difficile. Hein. C'est difficile, surtout que moi j'ai quand même pas mal de force en flotte, et c'est Ricky qui m'avait dit ça. En fait, j'essayais toujours de placer mon aloe vera ou mon Cernunnos du côté dans l'expédition du côté de laquelle mon adversaire allait jouer sur le biome monoflotte. C'est-à-dire que si côté héros, mon adversaire, je vois qu'il y a le biome monoflotte qui va arriver, qu'il n'est pas encore passé, mais qui va devoir aller dessus, même si c'est pas forcément avantageux pour moi, j'ancre mon aloe vera de ce côté-là, parce que je sais que le mec va forcément galérer pour passer là, et il va forcément chercher à passer de l'autre côté, et j'ai juste à me concentrer pour passer de l'autre côté. Est-ce que vous avez eu le même ressenti avec les uniques? À quasi chaque fois la personne joue son unique, la pose, puis me l'attendait pour que je puisse lire, spécifiant les points tricky de la carte. Ouais, moi je faisais ça aussi. En fait, moi, dès que je sortais l'unique, je la retournais et je disais à mon adversaire de la lire, il la lisait, et puis voilà quoi. Je disais pas non plus, fais gaffe parce que je peux faire ça, ça, ça. Je disais juste, tiens, lis-la, et puis après, voilà quoi. Les gens montraient bien les uniques. Ouais, les gens montraient bien les uniques en vrai, hein, et expliquaient bien. C'est comme le Wukong rare en Bravos sur Monomontagne. La montagne, c'est infranchissable. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, le Wukong rare, faut quand même le payer pour le sortir. Alors que là, vraiment, la carte, elle reste tout le temps, quoi. Dans le deck, tu chopes toujours de quoi la réancrer. Elle te fait ravitailler une fois de plus au début du tour. Donc, tu chopes souvent soit du Chapelier, soit du Kodama pour la réancrer depuis la réserve. Donc, elle reste pour gratos, quoi. Mais du coup, c'est ce qui l'a fait perdre ce joueur de Sigismar. Il m'a laissé mon aloe vera et du coup, bon, bah, c'était terminé. Ensuite, donc là, à ce moment-là, j'étais en 3-1. Donc j'étais reparti un petit peu. Et à ce moment-là, je joue contre un Kojo Fonderie. Donc je tombe contre un Kojo et je dis, bon, je vais pas me faire niquer deux fois. Cette fois-ci, je connais un peu mieux le match-up. Et j'ai eu une très bonne main contre le Kojo. Kojo Fonderie, je pense qu'il a jamais pu se setup. Il m'a laissé beaucoup d'expéditions. En fait, bizarrement, j'étais plus aggro que lui. Tour 1, il me pose juste une traceuse Bravos d'un côté, du côté où j'avais mis ma martingale. Du coup, de l'autre côté, je pose une fée clochette, tranquille. On fait du 1 pour 1. Et après, en fait, derrière, j'ai réussi à snowball parce que je sais plus exactement comment, mais j'ai réussi à placer mon aloe vera direct. En fait, j'avais l'aloe vera en main, tour 4. Et lui, il était deuxième joueur. Il était premier joueur, et je crois qu'il me pose, une comment ça s'appelle, une guerrière de Havre. Donc je sais que pour 1, il pourra pas gérer mon aloe vera. Du coup, je pose l'aloe vera direct. Pour 4, je l'ancre. Et ensuite, en fait, l'aloe vera, au tour d'après, premier joueur qui me ravitaille 2 fois. Et puis après, la machine était lancée. Il m'a laissé beaucoup d'expéditions d'avance. À un moment, il a voulu poser sa fonderie. Je lui ai géré avec le cocon d'étoffe. En plus, c'était le tour où on avait 6 de mana. Il commence, il pose fonderie pour 3, je lui gère avec cocon d'étoffe pour 3, il repose fonderie pour 3, du coup bah, je pose de la présence sur le board pour avancer des deux côtés, etc. Et il est jamais revenu. Joueur plutôt vraiment sympathique, vraiment j'ai apprécié jouer contre lui, il était vraiment sympa. À un moment ça m'a fait marrer parce que j'étais là et tout, on recommence un nouveau tour. Puis je le regarde et tout, je fais bon bah il était en train de regarder ses cartes, etc. Je fais bon bah il doit bien réfléchir et tout machin, donc du coup moi je regarde un peu les coups que je peux faire, je fais je peux peut-être faire ça, 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 ok bon s'il fait ça machin, et je calcule et je vois qu'il me regarde en train de calculer et tout, puis hop du coup je pose mes cartes, je le regarde et tout, puis lui aussi il regarde un peu comme ça machin, je regarde le timer et tout, bon ok il reste encore 17 minutes et tout, puis on se regarde, on regarde le board etc. Puis je fais putain il doit bien hésiter là le mec parce que vraiment il en prend du temps. Merci Iradei pour le follow, bienvenue à toi. Il en prend du temps, du coup bah, hop je vais dans mon sac, je prends ma bouteille, je bois etc. Bref je dis on n'est pas pressé vu il reste 17 minutes, si tu dois bien réfléchir et bien prendre ton temps pour réfléchir. Dans ma tête je me dis ça, je fais y a pas de galère vieux, prends ton temps c'est normal, faut pas non plus faire jouer trop vite etc. Et puis j'attends, puis je vois que tu sais il me regarde en mode il fronce un peu les sourcils, tu vois, il se dit c'est bizarre. Merci Flaven pour le follow. Merci à toi. Et je dis, ça doit vraiment être une décision très difficile à prendre. Et je crois qu'on reste 3-4 minutes comme ça, puis il me fait, c'est à toi de jouer. Hein. Et je regarde, et en fait c'était moi le premier joueur. Et j'étais là en mode, oh vieux, je suis désolé. Et dans ma tête j'étais vraiment là en mode, le gars il prend son temps et tout. T'as raison vieux. Faut faire gaffe. Et vraiment, il m'a lâché ça en mode, c'est à toi de jouer. Je fais, vieux, désolé. Et vraiment, je me suis excusé parce que
Bon, il n'y avait pas de raison que je joue le time, mais j'étais là en mode ah vieux, je suis désolé, je pensais vraiment que c'était toi qui devais jouer et tout, j'avais pas vu que c'était moi le premier joueur. Et du coup, il a dû me prendre pour un gros connard, le mec. Il regarde le timer, il se boit sa petite gorgée de flotte et tout, machin, non mais n'importe quoi. Et du coup, bon voilà, ça m'a fait marrer, mais il était très sympa. Et du coup, j'étais en 4-1 après cette game contre ce Kojo Fonderie qui a juste pas réussi à se setup tout simplement contre moi. Ensuite, pour la game d'après, les gars, c'est plutôt pas mal. Je tombe contre Juraga qui est quelqu'un de la commu. Salut Oula, yo, ça fait duel de Jojo aussi. 2 joueurs qui se regardent sans bouger. Ah bah oui, clairement. Après, ça m'est arrivé, mais dans l'autre sens. Dans le tournoi. Donc, après, voilà, le principal, c'est que ça entache pas non plus trop la game, quoi. Pour le coup. Mais du coup, je suis tombé contre Juraga, donc j'étais en 4-1. Donc pour le 5-1, Juraga qui fait partie de la commu, donc du coup qui me dit bonjour et tout, on discute et tout, parce que je vois très bien qui c'est dans le chat, j'ai déjà discuté avec lui, qui me dit qu'il est venu avec son fils, etc. Et c'est vrai qu'il avait peur un peu de venir avec son fils dans un gros tournoi comme ça, parce que son fils, je lui ai pas demandé, mais à vue de nez, il devait avoir 9-10 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et il me disait que les gens étaient vraiment très bienveillants avec son fils aussi, lui expliquait bien les plays, etc. Donc vraiment la communauté Altered, GG à vous, vous êtes vraiment trop cool, malgré peut-être quelques personnes à droite à gauche, de toute façon, je suis désolé, mais des connards entre guillemets, il y en aura forcément partout. Mais d'ordre général, vraiment la communauté Altered n'a pas l'air très toxique, donc vraiment ça c'est trop bien, vraiment c'est le ressenti qu'on a eu, on a tous kiffé, on a tous bien discuté avec des gens, et puis c'était vraiment cool. Bref, le Juraga, Vlatipa qui trash talk. Non, il trash talk pas en vrai, mais il me dit ah tu te souviens, t'as fait une vidéo sur comment améliorer ton deck de base, Sigismar, etc. Je fais oui je m'en souviens. Il fait bah là c'est le deck que je joue là. Donc déjà le mec me dit je vais jouer contre toi avec un deck que toi, t'as créé, et je vais t'enculer avec. et tu vas prendre du plaisir. Et en gros, c'est ce qu'il a fait, il me l'a mise. En fait, c'était du classique, on faisait du 1 pour 1 depuis le début de la game, ça se rendait coup pour coup. À un moment, j'ai réussi à lui caler mon Aloe Vera de façon safe, c'est-à-dire que je l'ai laissé jouer, etc. Puis je cale mon Aloe Vera en étant sûr qu'il pourra pas me la gérer. Au tour d'après, du coup, elle me ravitaille. On commence le tour, c'est lui qui commence. Mon Aloe Vera était déjà sur le board, je pouvais la réancrer. Il me cale un Anubis dessus. Mais en me calant Anubis dessus, donc il enlève son token, il me dégage mon Aloe Vera. Moi j'ai un Anansi en main que je viens caler face à son Anubis. Du coup, je prends le dessus sur la lane avec Anubis et je prends le dessus sur l'autre lane. Donc ce coup-ci, j'avance des deux côtés. Et en fait, il a trop bien fait de me gérer mon Aloe Vera. En fait, sur le coup, je me dis, en vrai, ça me gêne pas tant que ça qu'il me gère mon Aloe Vera parce que je vais pouvoir prendre le dessus. Et en fait, après coup, il a trop bien fait parce que j'ai jamais rechopé d'Aloe Vera. Et j'ai chopé cette fameuse Hathor qui, en fait, pour passer, j'ai été obligé de la jouer, qui m'a mis une carte de ma main en réserve, et vraiment, en termes de CA, ça m'a mis dedans. Mais vraiment, c'est fort, mais ça me met dedans, en fait. Donc, du coup, GG à lui, il gagne à la fin sur un teamwork training. En fait, j'anticipe qu'il me fait le teamwork au tour d'avant. Il le fait pas, et il le fait au tour d'après, et c'est très bien joué à lui. Il gagne là-dessus, il a vraiment bien joué, pour le coup. Mais du coup, voilà, il me l'a mise avec un deck que j'ai montré sur YouTube. Du coup, je lui ai filé mon rib. Bon, il m'a fait un petit virement à la fin du match, voilà, pour remercier, mais voilà, pas de galère. C'est pas le jeune étudiant qui fait une top 200 ou un truc du genre, je sais pas du tout. Clairement, la commu est top. Open decklist, la petite olive, clairement, les gars. Ah là, c'était... En plus, il l'annonce, hein, il fait bah tiens, la decklist, tu la connais, il aurait pu juste rien me dire et le dire après, mais non, là le gars me dit clairement. Et puis le gars flex totalement parce qu'il me bat et tout. Bon courage, hein. Mais en tout cas, voilà, bien sympa, Juraga, vraiment cool comme gars. Très très cool. D'ailleurs, j'ai croisé aussi Hollis Dust, j'ai croisé Toons. Enfin, j'ai croisé plein de gens et tout de la commu, c'était vraiment cool de tous vous croiser. Berserk Gust 60. Hello, est-ce qu'il y a des decks plus joués par rapport à d'autres? En vrai, en termes de méta, alors dans le top, il y avait, je vais vous donner le top 16. Dans le top 16, il y avait quoi? Dans le top 16, il y avait 8 Waru. Il y avait 2 Fen, dont le Fen de Ricky Loki qui ressemble à peu près au mien, mais juste il a 3 uniques bangers
qui ancrent à la fin du tour, ou qui ancrent quand une carte quitte la réserve, etc. Qui sont bien plus équilibrés que les miennes, qui n'ont pas de contrepartie dégueulasse. Et l'autre Fen, c'est Oru, qui joue un Fen festival un peu contrôle, et qui a mis sa decklist en open sur Ajordat, si vous voulez aller la voir en open, les decklists. Il y a eu du Lindy. Alors oui, pendant un moment dans le tournoi, on entendait comme quoi il y avait du Lindy qui était en 5-0, 6-0. Du Lindy pour le coup. J'étais là en mode, merde, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous mettre les Lindy là. Merci à toi, Destroy0260 pour ton follow, merci à toi, ça fait plaisir. Et du coup, il y a une Lindy qui a fini quand même dans le top 8, donc je pense qu'ils se sont fait rattraper un petit peu par la méta, mais en tout cas, il y a un moment, il y avait 3 Lindy différentes qui étaient en 6-0, je crois, un délire comme ça. Donc les mecs, ils ont dû bosser la tech un peu. Une Lindy en top 8, c'est bon, les gars. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment beau. Il y avait un Traced en top 8, 2 Afanas et 2 Sigismar. Donc, pas de Bravos, déjà. Et pas de Muna en top 8. En top 16, pardon. Par contre, 10 Ordis, 3 Izmir, 1 Axiom et 2 Lyra, hein, pour le coup. Mais voilà, il y a Ordis, 8 Waru, les gars, en top 16. Bon, je veux pas non plus commencer à théoriser ou à dire des choses de quoi, mais la moitié du top 16 en Waru, ça veut quand même dire un minimum quelque chose, quoi. Pendant les rondes, Lindy a perdu contre un des finalistes en plus. Ouais, bah voilà, ça m'étonne pas. Je vais annoncer la répartition des héros, mais sans chiffres. Un Sigismar était le plus représenté, tournoi. Ah oui, leur représentation totale. Oui, je pense qu'il y avait beaucoup de Sigismar. Moi, j'ai joué contre 2 Sigismar, que j'ai battu d'ailleurs. Donc oui, il y avait pas mal de Sigismar. Moi, Cécile jouait Sigismar. Je pense que les débutants aiment bien jouer Sigismar parce que c'est quand même un deck qui est plutôt équilibré, qui est plutôt stable, vraiment, qui a pas non plus des mécaniques trop compliquées. Parce que jouer 10 rondes, jouer 10 matchs avec un Sigismar, ou alors jouer 10 matchs avec je sais pas, un Lindy ou un Sebash, ou je ne sais pas quel deck qui te demande de prendre chaque fois des micro-décisions hyper importantes, sur une journée de 10 matchs, à la fin, ton cerveau, il fond, quoi. il sort par les oreilles. Pendant les rondes, la ligne... Ok, je me répète dans les commentaires. Donc voilà le top 16, mais sinon moi j'ai croisé aucun Waru, parce qu'en fait ils étaient tous en table haute et que moi j'étais pas en table haute. Non mais j'ai pas croisé de Waru, j'ai croisé, de toute façon là vous allez voir, mais j'ai croisé une Trest, un Kojo, une Teja, un Sigismar, un Kojo Fonderie, un Sigismar... Ah non, il y a un Sigismar que j'ai pas battu, autant pour moi, mais après j'ai recroisé un autre Sigismar que j'ai battu. Et du coup après ce Sigismar là, de Juraga, j'ai joué contre une Akesha. Akesha et Taru, d'ailleurs, joueur très, très sympa et tout, au demeurant. C'est pareil, hein, on était en train de faire du 1 pour 1, et à la fin, en fait, c'est ce joueur-là qui sort sa Baba Yaga pour 3 au lieu de 2 de la réserve, et je lui fais la remarque. Et à la fin, en fait, j'ai pas d'autre solution que de commencer le dernier tour en ancrant d'un côté ma Hathor et en ancrant de l'autre côté une Aloe Vera. Donc en fait, je commence le dernier tour avec 2 cartes ancrées sur les expéditions, mais le dernier tour, on est tous à... nos deux jetons sont tous les deux collés au même endroit sur les mêmes expéds. Vraiment, nos jetons sont face à face, et on a 0 région d'écart entre nos jetons tous les deux. Et du coup, on joue sur les mêmes expéditions au tour d'après, et celui qui avance d'un côté gagne. Et en fait, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, c'est simple. C'est soit il a petit pas bon de géant, et dans ce cas-là, la game est déjà perdue. Soit il l'a pas, et dans ce cas-là, ça sent très bon pour moi s'il l'a pas. Et je vous spoil pas, il l'avait. Hein. Je vous spoil pas, il l'avait. Il a sorti le petit pas bon de géant en direct. En fait, moi, je commençais à jouer. Je sors un Kodama de la réserve, 3-3-3 pour 2 en mode, allez, on va flood le board. Il a pas laissé de suspense, il a joué petit pas bon diran, j'ai fait GG, c'est soit tu l'avais pas, et j'avais vraiment pas d'autre solution, donc j'ai joué à lui. Pour le coup, je pense que de toute façon contre Fen, Akesha et Waru, je pense, Akesha et comment il s'appelle, putain, Akesha et Afanas,
ont le match-up hein, contre Fen. Je pense que Afanas et Akesha s'en sortent plutôt bien. En tout cas, contre mon Fen, un peu mid-range quoi. Je sais pas si contre du Fen Control ça s'en sort, mais contre le Fen mid-range, ils aiment bien, ils dégagent les cartes qu'on ancre, etc. Ça dégage. Ils ont du zoo, ils ont du portail de bannissement, ils ont tout ce qu'il faut. Donc GG à lui, vraiment, c'était très tendu, mais il a été meilleur. Ensuite, je rejoue contre un Sigismar plutôt classique. Une version sans Anubis, un peu comme le premier Sigismar que j'avais rencontré, qui jouait des transporteurs, qui jouait des monolithes. Et cette version-là jouait des Athéna rares, pour le coup. Donc j'ai réussi à le gérer. En fait, j'ai réussi à avoir une expédition d'avance à un moment donné. Et, tout le long, j'ai capitalisé dessus. J'ai chopé mes aloe vera tôt dans la partie. En plus, j'ai réussi à le caler de façon safe. Et à un moment, en fait, si je gagne des deux côtés, je gagne la partie. J'avais déjà une aloe vera ancrée à droite sur un biome haut, qu'il jouait aussi. Et en fait, à gauche, lui, il avait réussi à se sommeiller. Non, où il avait joué une. Non, à gauche, il avait commencé en jouant une Athéna de sa réserve. Moi, je joue une petite carte pour un pour voir ce qu'il fait. Et en fait, là, il réfléchit pendant un moment et il me joue une Athéna de sa main. Donc, on était à 8 de mana. Donc, Athéna de réserve plus Athéna de la main. Il a joué ses deux Athéna. Et en fait, il me dit, bon ben voilà, j'ai utilisé toute ma mana, en gros, enfin il me le dit pas, mais c'est ce qu'il montre en jouant ça. Et du coup, je regarde, je calcule, je fais, bah tu viens de me donner la game là, il fait, bah ouais, en fait, il m'a dit qu'il avait aucune solution, donc bah j'ai fini comme ça, j'ai calculé, j'ai fait, bon bah en fait, il joue ça là, c'est bon, ça passe, et j'ai avancé des deux côtés, et j'ai gagné. C'était plutôt tendu par contre, la game était vraiment très très tendue, on sent que quand on avance quand même de toute façon dans les rondes on commence à tomber sur des gars qui ont notre niveau ou soit plus fort et vraiment c'était bien tendu comme game, c'était plutôt agréable. Ensuite contre après ce Sigismar, donc là à ce moment là j'étais à 5-2. J'étais à 5-2. J'étais à 5-2 ? Non. Attendez, je refais le... J'ai perdu contre Kojo, j'ai gagné contre Traced. J'ai perdu contre Kojo, j'ai gagné contre Teja, j'ai gagné contre Sigismar, j'ai gagné contre Kojo encore, j'ai perdu contre Sigismar, j'ai perdu contre Akesha. Donc là j'étais en 4-3 quand j'ai perdu contre Akesha. Et là je passe en 5-3 contre ce Sigismar là. Ok, donc à ce moment là je suis en 5-3. Et après ça je joue contre un Traced. Un Traced, bah pareil, hein, classico-classique. Et en fait en main de départ j'ai entraînement a cappella contre ce Traced. Du coup, je dis bon, on va garder entraînement a cappella. Il me joue une carte que j'entraînement a cappella. Je ravitaille un Hathor, je renvoie entraînement a cappella en main. Il me rejoue un Anansi que j'entraînement a cappella. Il me joue une autre carte que je réentraînement a cappella. Et en fait, le gars a jamais réussi à débloquer son pouvoir de Traced, tout simplement. Entraînement a cappella contre Traced, c'est vraiment un enfer. Il faut le choper tôt dans la partie, par contre. Si vous l'avez tôt dans la partie, contre Traced, entraînement a cappella, c'est à garder. Vous lui rendez tout fugace, il a jamais rien qui va en réserve, il est obligé de jouer des cartes de sa main pour pouvoir ravitailler. À un moment, il m'a sorti un Ouroboros en rare, qui ravitaille quand vous le jouez, et qui fait qu'au lieu de ravitailler, en fait, il pioche les deux cartes et il choisit laquelle il met en réserve. Je lui ai géré avec un cocon d'étoffe, parce que je connaissais cette version-là du deck, et ça permet en fait d'aller plus rapidement toucher les havres. Et du coup, je lui ai géré, et il m'a dit « T'es le seul à me l'avoir fait dans le tournoi. » Et je pense que j'ai bien fait, parce qu'il a pas chopé ses havres, en fait, il a jamais réussi en ravitaillant à aller choper ses havres. Et c'est ce qui fait que j'ai gagné la game, il a pas débloqué son pouvoir. En fait, je lui ai cassé les couilles, je l'ai disrupt. Malheureusement, je pense que la partie, elle était pas agréable pour lui, mais je l'ai vraiment gêné le plus possible, et j'ai réussi à gagner comme ça. Mais clairement, il faut l'avoir tôt, car dès qu'il commence à mettre en réserve, là, ça sert plus à rien. Oui, voilà. De toute façon, dès qu'il a son pouvoir, ça sert plus à rien, parce qu'il va tout jouer de sa réserve, donc rendre fugace des cartes qui sont déjà fugaces, c'est pas intéressant. Mais voilà, ça m'a permis de gagner, donc là, j'étais à 6-3. Et enfin, la dernière game de la journée, donc là, il faut savoir qu'à ce moment-là, quand même, on sent qu'il y a la fatigue, on sent qu'il y a quand même des misplays qui se font de chaque côté, enfin, il y a des prises des décisions difficiles, mais j'avais pas encore fait de gros misplays de tout le tournoi. Vraiment, j'étais sur un sans faute, mes games, je les avais joués vraiment à fond, en me concentrant bien. Et dernière game contre un Fen, un peu plus contrôle, je pense.
que moi, et gars super sympa et tout, trop agréable, on discute, machin. Dernière game en plus, trop marrant, dernière game, je m'assois, et il manquait juste un gars à côté de moi à la table, et c'est Rofelos. Rofelos qui vient s'asseoir à côté de moi. Je fais, bah Rofelos et tout, ça dit quoi? Et ben 6-3, 6-3, je fais, bah ouais, comme tout le monde ici, on était tous à 6-3, donc le Rofelos qui vient s'asseoir à côté de moi pour jouer sa game, c'est plutôt cocasse, mais c'était marrant. Et on avait Caleb à une table à côté de celle de Rofelos, donc en fait t'avais Caleb, Rofelos, moi, et je crois qu'il y avait même Iruama qui était pas trop loin. C'était marrant du coup un peu de voir que les influenceurs en fait c'est des joueurs moyens, hein, ça fait 6-3, 6-4, 7-3, ils sont pas en top les mecs, hein, c'est... Malheureusement. Mais c'était marrant. Et du coup, donc le gars vraiment hyper sympa en face, on discute et tout machin, puis on joue, et puis... sentais que de toute façon c'était voilà la game sans réel enjeu, donc on réagit un peu à ce qu'on fait, on fait ah là là ça c'est pas cool et tout machin, enfin voilà, on sentait que voilà c'était la dernière game, que la pression retombait un petit peu et tout, etc. C'était plutôt chill. J'aurais bien aimé partir en 7-3, game sans réel enjeu. Ah j'ai dit ça, sans réel enjeu, pardon. C'est pareil, hein, la fatigue se fait sentir sur le live. Une game sans réel enjeu, pardon. Mais oui, du coup, voilà, ça discutait tout en jouant. Et c'était très serré, vraiment hyper serré. Et à la fin, on est vraiment je crois, une exped chacun d'avant de gagner, ou une connerie comme ça. Et en fait, j'ai fait mon gros misplay du tournoi sur le dernier tour du dernier match. Et ça m'a saoulé, mais je l'ai fait. Et en fait, j'ai Cernunnos et Alice en réserve. Et en main, j'ai... comment ça s'appelle? J'ai Meunier Tudor. J'ai Meunier Tudor, et je me dis, ah putain, je peux lui faire un Cernunnos. Et j'avais une carte qui était déjà sur le board, d'ancré. Et lui, je crois qu'il s'était endormi un truc aussi, je sais pas. Et je fais, je vais lui sortir Cernunnos. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, parce qu'il jouait Fen, donc en fait, on commençait tous les deux avec 3 cartes en réserve. Donc en fait, j'ai eu un Cernunnos, Alice et Fée Clochette dans ma réserve, et lui avait Fée Clochette, autre chose. Et c'est moi qui commençais à jouer, et en main, j'avais Meunier Tudor. Et du coup, je me dis, je compte 10 de mana, et je me dis, bon Fée Clochette, je la sors, vu que je commence, je sabote sa Fée Clochette à lui. Ensuite, je sors, je fais Alice, je la défausse, je fais un après-vous pour le laisser jouer ses cartes. Et puis derrière, je fais Cernunnos, Meunier Tudor. Pour lui endormir ses 2 cartes et gagner comme ça, comme j'avais déjà fait 1 ou 2 fois dans le tournoi. Et je fais ok, nickel et tout, j'ai mon plan de jeu pour le dernier tour. Je sors ma Fée Clochette, je sabote sa Fée Clochette, il fait normal en même temps, je pense que c'est ce que tout le monde aurait fait. Il me joue une carte. Je fais le après-vous de Alice. Et à ce moment-là, je fais... Ah putain, merde. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai compté que j'avais 10 de mana alors que j'en avais que 9. Et du coup, derrière, je pouvais pas faire et Cernunnos, et Meunier Tudor, Je pouvais juste soit faire Meunier Tudor, ou alors Cernunnos, Meunier Tudor. Et j'avais pas d'autres cartes en main, j'avais gardé... j'avais que Meunier Tudor, et j'étais là en mode... Ah putain, fait chier. Et là, vraiment... je m'en suis voulu parce que je sais pas si ça aurait changé l'issue de la game, mais je sais pas. Je sais pas si ça aurait changé l'issue de la game pour le coup. Mais je m'en suis voulu d'avoir fait cette erreur dans le calcul. Je pense que j'aurais juste pas... Voilà, j'aurais pas fait après vous avec Alice. En fait, j'aurais joué Alice et j'aurais joué Cernunnos. Et j'aurais fait un seul Meunier Tudor. Je sais plus si je pouvais faire ça ou pas, mais bref. Et même lui m'a dit, j'ai pas compris le après vous de Alice. Et du coup, il a gagné. Et après, bon voilà, c'était une game sans enjeu, mais c'est juste que moi j'aurais préféré faire un 7-3 qu'un 6-4. Après, quoi qu'il se passe, je m'étais fixé comme objectif le 5-5. Ce qui est arrivé après, c'était du bonus. Je suis en 6-4, c'est déjà très très bien. Mais j'avoue que 7-3, ça aurait été hyper cool. On est plus que moyen quand même. On est tous quasi dans le top de 156, je me rassure en disant ça. Non, t'as pas dit ça, c'est moi. Ok, d'accord, ok. Après, ça aurait été possible, je le dise, hein, le game sans réel enjeu. Mais voilà, du coup, je suis parti en 6-4, en top 227. Je sais que le Rémi, avec son Teija, il était en 1-3. Rémi, avec son Teija, je lui disais en plus que son deck était fort. Il était en 1-3 à la pause repas.
2 défaites, 1 victoire fantôme, où le mec ne s'est pas présenté. Donc voilà, je vous laisse imaginer à la pause repas, on avait fait 3 games, le mental du Rémi qui était là en mode « Oh mais moi les gars, c'est bon, je suis terminé ». Et le mec a fait une remontada de l'espace, il finit en 7-3, en top 136 ou 133, je sais plus, donc GG à lui. Franchement, il a fait le sous-marin, il a failli faire du 8-2, il a perdu au tie-break contre un match miroir. Donc vraiment, GG à lui, et je crois que son deck, je vais pas vous montrer la decklist maintenant parce que je vous la présenterai plus tard dans des vidéos YouTube, mais c'est un deck que je vais jouer là en tournoi, je pense. C'est le deck sur lequel je comptais partir, et finalement je me suis rabattu sur Fen pour le laisser jouer ce deck là, mais c'est vraiment un deck très très agréable à jouer pour le coup, que j'apprécie particulièrement. Donc GG à lui, Cécile qui a fait du 5-5, qui était plutôt contente, qui a bien joué avec Sigismar, elle s'attendait pas à faire du 5-5, donc plutôt cool. Et Dylan qui a fait du 6-4 comme moi, mais qui était moins sidé que moi, donc qui était plus bas que moi en termes de top, il me semble. Je sais plus. Ah, il a fini top 258, je crois qu'il était à 2 places du 256, bref. Mais voilà, du coup pour ce récap, vraiment hyper cool, j'ai pu faire signer, Cécile a fait signer sa Playmate Altered par toute l'équipe d'Equinox, par Régis, donc autant vous dire que la Playmate, on s'en sert plus pour y jouer, on ne joue plus dessus. On va s'acheter une nouvelle Playmate, parce qu'il y a les signatures de toute l'équipe. Il y avait Merlin, il y avait Léa, qui est game designer, il y avait une illustratrice, il y avait Talia, il y avait d'autres game designers, putain, les noms, j'ai du mal à retenir. Et bref, c'était trop cool, j'ai fait signer toutes mes cartes promo. C'est simple, j'ai pris toutes mes cartes promo, j'ai fait, les gars, vous choisissez. Ils les ont toutes signées. Du coup, j'ai Régis qui m'a signé une Lindy Way, un Waru, il y a Yoshi. Ah oui, il y avait Yoshi. Yoshi, d'ailleurs, à qui j'ai demandé s'il comptait faire un livre sur le lore d'Altered. Je lui ai dit, bon alors, tu comptes le sortir un jour ton livre ou quoi sur Altered et tout machin. Il fait, j'avoue que c'est en projet, mais il dit, je pense pas que j'aurai le temps de le faire. Il dit, je pense que je passerai par des auteurs qui l'écriraient et moi je chapeauterai tout le truc. Mais en tout cas, c'est en projet. François, Pierre et Marcus, merci Keyuko. Merci. Et du coup, Cécile, elle était trop contente parce que Cécile, c'est une grande lectrice. Faut savoir que c'est Cécile, les gars, elle s'empêche d'acheter des livres. Elle se dit, en fait, elle a une pile de livres à lire, mais elle continue d'en acheter. Et là, cette année, elle s'est dit, j'achète pas de livres avant telle date, faut que je lise les livres que j'ai déjà achetés. Donc du coup, quand Yoshi lui dit qu'il va y avoir du lore altered et tout, machin, un livre, potentiellement que c'est en projet, elle avait les yeux qui pétillaient. Et du coup, bah voilà, on a rencontré plein de gens, j'ai fait des rencontres, j'ai rajouté des gens sur BGA, c'est grave cool. Et puis voilà, pour ce tournoi, c'était vraiment hyper bien organisé. Encore un gros GG à Ludo Trotter, vraiment les gars. Passer de 128 joueurs à 1000, plus de 1000 joueurs sur une seule journée, et pour que ça se finisse à peu près dans les temps, franchement GG. GG à vous, vraiment vous avez assuré. Même s'il y a des gens qui n'étaient pas contents, il y a des gens pour lesquels aussi c'était le premier tournoi, etc. Donc on peut les comprendre, mais il faut aussi comprendre Ludo Trotter qui a fait aussi le maximum pour que ça se passe plutôt bien. J'ai cru entendre des moments qu'il y avait des soucis sur l'arbitrage, qu'il y avait des gens qui avaient mis les 3 mêmes expéditions et que quand on s'en est rendu compte, on a juste remélangé des expéds, pas d'avertissement, ce genre de choses. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des gens qui avaient bizarrement que 35 cartes dans leur deck et que il y a pas trop eu d'avertissement, ce genre de choses. J'avoue que là-dessus, je suis peut-être moins fan. Je pense que faut être dur dès le début. Comment dire faut punir en fait, hein. C'est pas le bon terme, c'est pas le terme punir que je veux dire, mais je pense qu'il faut sanctionner, voilà. Faut sanctionner dès le début, surtout dans des gros tournois comme ça, parce qu'en fait, si on laisse les gens, même si c'est pas fait exprès, malheureusement, faut sanctionner, parce que ce soit fait exprès ou non, bah déjà c'est dégueulasse pour le mec en face, et puis si on laisse passer ça, les mecs ils vont se dire, ah bah en fait il y a moyen, et ils vont le faire encore plus. Donc je pense que peut-être petit bémol sur les sanctions des judges, il aurait peut-être fallu être plus dur dans certaines situations. Normalement, un deck non légal est disqualifié. Bah oui, voilà. Donc, je peux comprendre le côté où, c'est peut-être qu'il y a des gens qui débutent dans le TCG, etc. Mais justement, s'ils débutent, il faut leur montrer dès maintenant. Alors, j'avoue, imagine, tu viens à ton premier tournoi, t'as pas fait gaffe, t'as 1000 personnes, t'as pas fait gaffe, il te manque 3 cartes dans le deck. C'est possible. C'est possible. Et du coup on te disqualifie, bon, un peu les boules, pour le coup, après c'est à chacun de faire attention aussi, mais je pense qu'il faut sévir un peu sur les règles, en tout cas sur les tournois officiels, quoi.
Tournoi boutique, bon, ouais, c'est bon, t'as oublié, machin, vas-y, chut. Mais là, sur un gros tournoi officiel comme ça, je pense que les règles, faut vraiment bien les appliquer, et s'il y a des sanctions, faut le faire. Parce qu'il y a des gens qui vont en profiter, c'est certain, pour le coup. Oui, mais il faut en avoir en réserve dans ce cas-là, tu les rajoutes. Oui, voilà, puis même, il y avait un mec qui avait déchiré sa sleeve, qui avait pas de slip de rechange, etc. Enfin, vraiment, faut penser à tout ce genre de choses. Pour le coup, j'avoue que j'ai pas fait de vidéo sur si c'est votre premier tournoi, ce qu'il faut prévoir. Mais peut-être la prochaine fois. En tout cas, c'était un très très bon week-end, c'était un très très bel événement. Trop cool, la communauté est cool, les gens sont cool, Ludotrotter ont géré, Equinox ils étaient là, ils parlaient, ils discutaient avec tout le monde, ils signaient des autographes, ils prenaient des photos et tout, franchement trop bien. Le Dylan qui avait pas prévu d'ouvrir de display, hop, bah il en a chopé 4, on va les ouvrir cette semaine, et il va se mettre à fond avec moi, parce que bah, je pense qu'il pensait pas pouvoir perfer à ce point-là dans le jeu, donc c'est trop cool. Franchement trop bien, c'est vraiment trop bien. Il y a Keyuko pour se marrer qui m'a dit alors à ton avis est-ce que Altered est en danger quand tu regardes, et clairement non. Altered n'est pas en danger, il faut que ça continue comme ça bien entendu, il faut que on continue de faire des petits tournois, de faire des petits events, de créer du contenu là-dessus, mais voilà, en tout cas ça fait plaisir de voir à quel point la hype est là. J'espère qu'elle redescendra pas trop et pas trop vite, et qu'on continuera d'avoir une grosse communauté de joueurs qui font vivre le jeu. On n'a encore rien vu du jeu, vraiment. Moi là, je suis ressorti d'Angers, je pensais que j'allais être en overdose d'Altered, mais pas du tout. J'ai direct refait des listes, j'ai voulu tester d'autres persos et tout, donc c'est trop bien. C'est trop bien pour le coup. Les manières de dire les choses, la sanction peut être indiquée de façon sympathique et non agressive, et ça passe. Ah oui, bien sûr, bah de toute façon, ça se fait toujours, donne le respect qui lui incombe, bien entendu. Attention, il n'y a même pas un mois de sortie off, donc à prendre avec des pincettes. Bah oui, bien sûr, c'est ce que je dis, j'espère que la hype va pas redescendre, et que ça va continuer de bien se porter comme ça. En tout cas, il y a énormément de choses encore à découvrir en termes de decklist, de méta, de gameplay et tout, c'est sûr et certain. La méta, elle est celle que j'attendais en vrai, à part l'Indie Way. En grosse surprise, 10 decks Ordis dans le top 16, dont 8 Waru. Malheureusement, les gars, force est de constater que... oui, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas découvert que tel deck, mais force est de constater que les meilleurs joueurs, ceux qui pilotent le mieux, ils jouent Waru, quoi. Donc, selon moi, je pense faire quelque chose sur Robin, ce serait pas débile. Ne pas faire quelque chose sur Robin, je pourrais le comprendre totalement, parce que c'est que un gros tournoi et ça représente pas forcément l'ensemble des gros events qu'il peut y avoir. Mais si Equinox fait quelque chose sur Robin, notamment lui enlever Bureaucrate, moi je trouverais pas ça débile totalement. S'il lui enlève pas Bureaucrate, je pense qu'il faudrait que son effet ce soit les cartes qui coûtent moins de 2 mana de votre adversaire coûtent 1 de plus. Ce qui permettra en plus aux gens peut-être de jouer des cartes un peu plus late game dans leur deck, parce qu'on va pas se mentir que jusqu'ici nos cartes dans nos decks elles dépassent pas les 3 de mana d'ordre général dans la majorité des decks. Donc je sais pas, faut faire un truc comme ça, soit lui enlever Bureaucrate, soit faire en sorte que son effet ne touche que les cartes qui coûtent 2 ou moins. Mais une des deux peut être une solution. Après s'ils y touchent pas en vrai, je pense que c'est logique aussi, s'ils n'y touchent pas pour le moment, qu'ils attendent de voir, je peux le comprendre totalement. Mais si ça continue comme ça, si dans tous les tops 16 et 32 on trouve 3 quarts de Ordis, notamment les 3 quarts des Waru, je pense qu'il va falloir quand même faire quelque chose pour le coup et arrêter de se dire ah mais c'est les joueurs qui n'ont pas trouvé. S'ils trouvent pas au bout d'un moment, faut les aider. faut les aider. Faut les regarder, mes vidéos, je les fais moi. Qu'est-ce que tu as fait? Une personne a modifié sa liste sur le site, mais pas en physique, il s'en rend compte. Ronde 1, heureusement, il a eu un bail, ok. Le pire c'est unique, peut l'acheter des cartes unité. Oui, c'est vrai, en plus, il pouvait acheter des cartes en balle unité. J'ai pas suivi vos conversations, les gars. Est-ce que vous avez des spoilers avec le mot-clé memory? Avec le mot-clé memory? Pas entendu parler. Le rendre fugace, sinon. Rendre fugace Robin des Bois? Ouais, non, je pense pas que ce soit la solution de rendre Robin des Bois fugace directement. Parce qu'en fait... le rendre fugace, parce que oui, effectivement, dans Waru, c'est fort. Parce qu'il peut l'endormir et du coup le garder sur 2 tours. Et le rendre fugace, du coup, ça l'empêche de garder sur 4 tours. Mais du coup, ça le rend très nul dans les autres decks Ordis. Et qui sait, à l'avenir, il y a déjà quelques decks Sigismar qui jouent avec un peu pour surprendre les adversaires. Donc ça se trouve, à l'avenir, on aura envie de jouer Robin dans d'autres decks. Avec les nouveaux sets.
Donc non, le problème c'est soit qu'il est bureaucrate et que du coup le Warou il peut l'avoir 4 tours sur un Robin des Bois, donc avec 3 Robins des Bois dans le deck, potentiellement 12 tours, où tes cartes elles coûtent 1 de plus, donc ça c'est le gros souci, c'est que le Warou peut l'endormir gratuitement et pour générer un token au tour d'après, et ça c'est le gros problème. Donc soit on lui enlève bureaucrate, et dans ce cas là Warou ne peut plus l'endormir, et dans ce cas là c'est ok tiers. En plus Robin des Bois bureaucrate les gars, vous m'excuserez mais j'y crois pas. Et soit on met son effet aux cartes qui coûtent 2 de la main ou moins. Et dans ce cas-là, ça créerait une méta. Ça créerait une méta où, en fait, la méta c'est Warou. Eh ben vas-y, t'inquiète pas mon gars, on va jouer telle ou telle carte, etc. Et ça pourrait créer une méta en vrai. Donc à voir, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils comptent faire. Mais s'ils font rien tout de suite, faut pas leur en vouloir. Hein. Faut laisser un peu les choses se faire aussi. Je pense qu'ils ont besoin de plus de recul aussi pour... Mais... force est de constater que il y a pas mal de Warou. Ouais, Kojo absent. Kojo absent, je suis pas hyper surpris. Il y avait pas mal de Kojo, hein. C'est juste qu'ils ont pas topé. Hein. Mais moi j'en ai affronté 2, donc il y avait du Kojo. C'était pourquoi prépare un tournoi. Ou alors modifier Warou et limiter à un seul bureaucrate possible à endormir par tour. Je pense pas que ça... C'est pas le héros qu'il faut... C'est pas le héros qu'il faut nerf ou modifier, c'est vraiment la carte. C'est vraiment Robin des Bois qui pose problème dans Warou. Et Robin des Bois pose problème... Robin des Bois, en vrai, le Robin des Bois, au bout d'un moment, tu sais jouer contre. Il pose quand même problème parce que... En fait, ce qui est embêtant avec Robin des Bois, c'est le ratio effort-rentabilité. C'est-à-dire que un Warou en tournoi, il va poser son Robin des Bois, il va l'endormir, 0 effort. Rentabilité max, parce que le mec en face, du coup, il va pas passer du tout la même game que le Warou. Et pas pour les mêmes efforts. C'est-à-dire que moi, le mec en face de moi joue Robin des Bois, et du coup, il va falloir que je me triture beaucoup plus l'esprit que lui à me dire... Bon, là, est-ce qu'il va jouer Robin des Bois? Déjà, avant même qu'il me le pose, il faut que j'anticipe qu'il va probablement jouer Robin des Bois, et que je joue autour de ça toute la game. Donc déjà, rien que ça, au niveau du mental, c'est pas pareil. Et quand il me le joue, il faut que j'arrive toujours à essayer de dire, bon, là, il peut endormir ça et tout, le moment où il endort pas, hop, je peux prendre la lane, et du coup, j'avance, et machin, et ainsi de suite, et tout. Sachant qu'en plus, il a les gars qui peut endormir, etc. Bref... Et pour une rentabilité éclatée. Enfin, je veux dire, en fait, quand t'as un mec en face qui juste a besoin de dire je le pose, je l'endors, et qu'il le garde sur 2 tours, et qu'après il peut le ressortir, je le pose, je l'endors, il le garde sur 2 tours, en termes d'effort, il a rien branlé, il a un truc qui casse les couilles au possible, le mec en face est là en mode faut qu'il calcule et tout, et en plus, il y a un deuxième Robin des Bois qui arrive derrière celui-là et tout, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et en fait, tu dois fournir encore plus d'efforts. Et pour un résultat qui est potentiellement pas là, parce qu'en fait, t'arrives pas à gérer, et du coup, ça, c'est très frustrant, c'est ça le côté frustrant de ce Robin des Bois, c'est de se dire, mais en fait, le mec, là, il vient juste de me casser les couilles parce qu'il a posé une carte. Il me casse autant les couilles pour une carte. C'est pas que, ah putain, bien joué, il a créé un truc qui fait que machin et tout, c'est pas comme s'il avait posé un Icy Talk, ou comme si il m'avait géré toute ma réserve depuis le début avec des légas, et que du coup, là, je suis à court de ressources. Non, c'est juste, il a posé un Robin, il l'a endormi, il a fait à toi. Et là, ça me casse les couilles. Et c'est ça, je pense, qui m'énerve avec ce Robin qu'on peut endormir et qui va rester sur 4 tours si on le ressort de la réserve et qui est potentiellement là, et avec lequel on peut potentiellement se prendre du double Robin. Alors là, si le mec te sort un Robin double taxe en unique, bon alors là, les gars, on n'en parle pas. Donc c'est ça un peu qui me saoule, moi, avec ce Robin. Je comprends le côté ah bah ouais, on a voulu un peu nerfer les decks qui jouaient que des cartes à 1 ou que des cartes à 2 pour éviter cette méta là, mais le souci c'est que vous nerfez aussi les decks qui jouent des cartes à 3 ou des cartes à 4, enfin ça nerfe tous les decks. Robin, ça emmerde tout le monde en fait, ça emmerde tout le monde pour le coup. Donc je pense que pour moi lui enlever bureaucrate serait une solution. En fait, faut empêcher le Warou de pouvoir l'endormir comme ça sans effort. Et dire, bon ben vas-y, maintenant démerde-toi. Je pense que c'est une bonne solution. Mais ça ne regarde que moi, ça ne changerait pas trop le problème, je pense. Ouais, j'aime bien cette idée, comme demander à ce que Warou s'exhauste.
Si on retirait le token aussi. Waouh, retirer le token. Vraiment, faut pas nerf le héros, les gars. Hein. Faut vraiment pas nerf le héros parce que du coup, c'est le héros qui devient plus nul. On veut pas le rendre plus nul, Warou. On veut juste rendre Robin moins fort. Les uniques bureaucrates qui peuvent avoir la taxe, ça n'aurait pas dû passer. Bah, à la limite, ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas, parce que, à la limite, si tu nerfes Robin, tu lui enlèves bureaucrate, et que du coup, le gars a 3 uniques bureaucrates qui font cet effet-là, et ben, le gars, il demande quand même 3 emplacements d'uniques. Parce que du coup, le mec ne jouerait plus Robin. Clairement, on enlève bureaucrate à Robin, je pense que Robin n'est plus joué dans Warou. Et du coup, ça demanderait aux mecs, aux gars, ça demanderait quand même aux gars qui veulent jouer cet effet de taxe, bah d'utiliser leurs 3 slots d'unique pour faire ça. Et du coup, ne pas utiliser ces slots d'unique pour mettre des cartes qui seraient beaucoup plus fortes que cet effet-là. Donc, moi, à la limite, comme ça me va. Hein. Si les mecs jouent un effet Robin, mais que ça leur prend un slot d'unique, ok, je le vis un peu mieux, tu vois. Même si ça reste, je pose ma carte, je l'endors, démerde-toi. Mais tu le vis un peu mieux. Salut Kanjiben, en vrai, avec le print on demand, c'est plus simple de corriger une carte. Bah oui, en vrai, c'est pour ça. Tu print, maintenant, à partir de telle date, tous les Robins print on demand et tous les Robins qu'on imprime, ils ont plus le mot-clé bureaucrate. C'est terminé. Hein. C'est terminé, oui, tu peux pas demander à tout le monde de réimprimer. Et après, les gars, on sera pas obligé de réimprimer nos cartes. Hein. Je veux dire, regardez l'Orcana, au 7-1, ils ont eu 6 cartes ou 8 cartes en errata, et pas un petit errata, hein, c'est l'effet complet de la carte qui était en errata. Tout le monde s'en est très bien sorti. Hein. Il n'y avait pas de galère à ce niveau-là. Robin, cette carte. Dans Magic, quand il y a des errata, t'as pas besoin de jouer non plus avec une nouvelle impression. Bah oui, tant que tu connais l'effet en fait. Tant que tout le monde connaît l'effet, c'est ok avec ça. Clairement, un errata, mais le bonus c'est que tu veux les réimprimer et arrêter si tu veux. Oui, voilà, c'est le print on demand, c'est juste le petit bonus en mode ah bah j'ai cette carte là qui est erratée, vas-y, je vais la réimprimer comme ça, j'ai la version officielle et puis au moins on est bien. Ok. Bon ben voilà, en tout cas pour ce retour d'expérience, on a quand même réussi à parler de Warou et de Robin, les gars. C'était plus fort que moi, Non mais j'arrive pas à aimer cette carte, j'arrive pas à aimer ce truc là, ce combo de Warou qui peut endormir Robin, les doigts de pied en éventail, et où le mec en face du coup passe une game qui est clairement pas la même que le Warou qu'il a en face de lui, et du coup de voir que ces decks là représentent 50% du top du tournoi d'Angers Altered, voilà. J'avoue, ça me saoule un peu. Je n'aime pas ce gameplay. Mais voilà, en tout cas, pour ce petit retour de Angers, écoutez, très bonne expérience, franchement, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ce genre d'événement, je vous conseille fortement. Vous allez kiffer, c'est sûr et certain.